RFI. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Lucas da Silva, cofondateur de Scopéo, et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue sur ce 8e épisode de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir Monsieur Gilles Raveau pour discuter d'économie, mais avant tout, je laisse la parole à Lucas Peria pour qu'il puisse poser le décor de ce nouveau podcast. Merci Lucas. Bonjour à celles et à ceux qui nous écoutent, et surtout bonjour à vous, Monsieur Gilles Raveau. Bonjour, pardon, excusez-moi. J'étais déjà en train d'essayer de réfléchir parce que vous m'avez envoyé plein de questions géniales, je suis hyper concentré. Vous nous faites donc le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de votre sujet de prédilection, qui est l'économie. En effet, le thème de cet entretien s'appuiera en partie sur votre ouvrage « Économie, on n'a pas tout essayé » et sur vos analyses sur le modèle libéral qu'il convient de dépasser selon vous. Mais avant de démarrer l'entrevue, Monsieur Gilles Raveau, je vous laisse vous présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent. Moi, je suis professeur d'économie. J'enseigne dans une université du nord de la région parisienne qui s'appelle l'Université Paris 8 et qui n'est pas située à Paris, qui est située en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis précisément. Enfin, nos génies de l'administration publique ont réussi à mettre ma faculté en banlieue de Saint-Denis, ce qui est assez remarquable. Donc, on a une fac qui est au milieu de rien, on n'a même pas un café à côté, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai des étudiants géniaux, heureusement, qui viennent d'un peu partout, qui sont ultra intéressants. Donc, j'adore mon métier, donc je suis très triste qu'à cause de la situation que nous connaissons tous, je n'ai pas pu les voir en vrai depuis le mois d'octobre dernier. Et donc, je me rattrape en faisant des petites vidéos. Alors oui, c'est une situation qu'on connaît très bien parce que nous sommes nous-mêmes étudiants, qu'on traverse depuis un an, qui est assez compliqué pour l'enseignement supérieur en particulier. Mais pour entrer dans le vif du sujet et pour attaquer ce modèle libéral que vous opposez à un autre modèle tout au long de votre ouvrage, pouvez-vous nous expliquer, pour commencer, selon vous, en quoi la France est un pays libéral économiquement, tout en gardant bien à l'esprit que notre pays est souvent décrit comme le champion du monde des impôts parmi les pays développés avec un taux de prélèvement obligatoire se situant autour de 46% par rapport à notre PIB? Alors, je pense sérieusement que pour vraiment répondre à cette question, il faut 2 heures. Donc, on va évidemment faire plus court. Alors, la première chose, c'est le terme de libéral, je pense, est le principal problème de notre époque. C'est-à-dire que le libéralisme économique s'est imposé comme terme sur la planète, en particulier depuis les années 80 et la révolution à la fois politique de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher et sur le plan théorique de Milton Friedman. Tout ça, ça nous venait venu des États-Unis. Ces gens-là se sont dits libéraux au sens où ils ont contesté en fait l'intervention de l'État. Donc l'idée, c'était, comme on le sait tous, de libérer les entreprises vis-à-vis de l'emprise de l'État, de libérer les individus vis-à-vis de l'emprise de l'État. Mais comme le dit, je fais un petit peu la promotion des petits camarades, comme le dit par exemple très bien Bernard Maris dans ce très joli livre « Souriez, vous êtes français ». Si vous voulez découvrir qui était Bernard Maris, donc mon ancien collègue de Paris 8 qui a été assassiné à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. C'est une collection de chroniques qu'il a faites à la radio, donc c'est des textes très courts, très très faciles à lire. Bon, dans ce livre, Bernard Maris, il nous dit qu'est-ce qui nous rend libres? Qu'est-ce qui nous rend libres? C'est les services publics. Pourquoi est-ce qu'on est libre, nous Français, ou plus exactement nous habitants de France, Français et étrangers habitant en France? Pourquoi est-ce qu'on est libre? Parce qu'on a grosso modo, même si c'est de moins en moins vrai, l'éducation gratuite, parce qu'on a la santé gratuite, parce qu'on a la police gratuite. Dans tout un tas de pays pauvres, votre sécurité, vous devez l'acheter avec des milices privées si vous avez de l'argent. Ou encore plus si vous êtes pauvre d'ailleurs. D'accord? Donc, je pense que ce terme de libéral était extrêmement problématique. C'est mon premier point. Deuxième point, effectivement, en quoi on est dans un pays libéral? Tout simplement parce que les entreprises appartiennent à des individus et non pas à des collectifs. C'est le premier critère. C'est-à-dire que nous avons très très peu d'entreprises nationalisées en France aujourd'hui. Nous avons très très peu d'entreprises publiques, presque plus. Et rien ne vous empêche, comme le souhaitait Emmanuel Macron au début de son mandat, de créer votre entreprise, votre fameuse start-up, jeune pousse en bon français, et de devenir milliardaire. D'autre part, c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts en France, mais quand vous regardez les articles dans la presse, vous savez
peut-être qu'on est un des pays au monde où, ramené à la population, il y a le plus de milliardaires. Donc, l'idée selon laquelle ça serait impossible de devenir riche en France, elle est complètement fausse. Donc ça, c'était le deuxième point. Si on va sur le plan un peu plus théorique, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Donc, j'ai déjà donné le premier critère, c'est la propriété privée des moyens de production. Mais là où le capitalisme est génial, et c'est ça, c'est une des plus grandes découvertes de Karl Marx au milieu du 19e siècle, le philosophe allemand Karl Marx, il nous dit, ce qui est génial avec le capitalisme, le trick, pour prendre un mot bon français du capitalisme, c'est que vous avez justement toutes les apparences de la liberté. Le capitalisme, c'est un système très récent dans l'histoire de l'humanité. Il s'est diffusé à l'échelle de la planète depuis en gros 2 siècles, vraiment. Avant, dans la plupart des sociétés, vous n'étiez pas libre. Vous n'étiez pas libre du tout. Vous n'étiez pas libre de vous déplacer. Vous n'étiez pas libre de choisir votre métier, encore moins si vous étiez une femme. Très souvent, vous deviez reprendre le métier de votre père, etc. Vous aviez des corporations qui régissaient très, très durement le fonctionnement de l'activité économique. Ce sont d'ailleurs contre ces corporations qu'Adam Smith, le soi-disant père du libéralisme, écrivait en 1776. Et Smith, justement, revendiquait la liberté, la vraie liberté pour les gens, d'exercer le métier qu'ils voulaient. Et donc, il était en guerre contre les corporations qui régissaient absolument tout à l'époque, qui disaient combien de temps, quelle personne devait effectuer quel travail, pour quel salaire, etc. etc. Donc, à l'époque, l'État n'existe pas sous sa forme moderne, évidemment, mais vous avez ces corporations. Et donc, Smith, c'est un défenseur de la liberté. Donc, Adam Smith, c'est 1776. Et Karl Marx, il arrive beaucoup plus tard, à partir des années, en gros, 1850. Et Marx, il nous dit ce qui est génial dans le capitalisme, c'est que vous avez notamment le fameux marché du travail. C'est-à-dire que personne ne vous met un pistolet sous la tempe pour aller travailler dans un entrepôt Amazon. Personne. Alors qu'il y a plein de systèmes économiques où vous êtes obligé de faire les choses. Par exemple, l'esclavage. L'esclavage qui existe toujours sur la planète. Il y a eu une très grande initiative, la chaîne américaine CNN, il y a quelques années, pour lutter contre l'esclavage moderne qui concerne des dizaines de millions de personnes dans le monde. Il y a bien sûr des esclaves dans le monde entier. Il y a des esclaves dans le 16e arrondissement de Paris, des femmes étrangères auxquelles des familles fortunées retirent leur passeport, qui sont ensuite exploitées, qui ne parlent pas français, ne peuvent pas repartir dans leur pays, qui sont abusées de plein de manières qu'on peut facilement imaginer, et qui sont au service de ces grandes familles, de leurs enfants, etc. Ce sont des esclaves. Il y a des esclaves. Mais ce que nous dit Marx, c'est que donc justement, ce qui définit le capitalisme, le premier critère, on l'a dit, la propriété privée des entreprises. Deuxième critère, la liberté sur le marché du travail, qui fait qu'en apparence, personne n'oblige personne à se faire exploiter, même si évidemment plein de gens le font parce qu'ils ont faim. Et le troisième critère que nous dit Marx, qui nous a amené à la catastrophe écologique actuelle, c'est l'accumulation. Il faut bien voir que Marx n'est pas du tout un théoricien du socialisme, il faut évidemment lire Marx pour le savoir. Et quand vous lisez Marx, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit ce qui est en train de se passer. Il est en Angleterre, il voit les immenses manufactures qui se mettent en place, et Marx, c'est le fan numéro 1 du capitalisme. Il dit, mais c'est génial les amis, mais c'est une révolution. Il emploie ce terme de révolution. Il nous dit, le capitalisme, c'est une accumulation de marchandises comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, il a raison, il comprend tout à ce qui se passe, et c'est pour ça que notamment le manifeste du Parti communiste, texte très très court et très facile à lire qu'il a coécrit avec Engels, a longtemps été un des textes les plus lus sur la planète avec la Bible, parce que ce sont des gars comme Smith, comme Keynes, qui observent la réalité. Ce sont des gens qui sont autant journalistes que théoriciens, qui connaissent parfaitement le monde dans lequel ils vivent et qui voient le nouveau monde arriver. Et Marx nous dit, ce qui définit le capitalisme, ce qui fait la rupture fondamentale dans l'histoire de l'humanité, c'est que le capitalisme, c'est l'accumulation, c'est le toujours plus. Et donc, de ce point de vue-là, en France, on est bien effectivement dans un pays capitaliste, dans un pays libéral. Un dernier point sur les impôts, sans être trop long, il faut savoir qu'en France, la principale dépense publique n'est pas une dépense publique. La principale dépense publique en France, c'est la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est la sécurité sociale? Ce sont des sommes que vous vous versez à vous-même. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, en bonne santé et que vous travaillez, vous payez beaucoup de cotisations sociales. Mais ces cotisations sociales, vous les retrouvez quand vous êtes en congé maladie, vous les retrouvez quand vous avez des enfants, vous les retrouverez beaucoup et surtout quand vous serez à la retraite. Et ces cotisations sociales, vous les avez déjà touchées
quand vous étiez enfant, c'est vos parents qui les ont touchés pour vous, mais qui ont permis de vous élever. Les impôts que vous avez payés, vous les avez touchés par l'éducation gratuite à laquelle vous avez bénéficié, la police gratuite, la santé très largement gratuite, les routes gratuites, etc. Donc, en fait, c'est de l'argent que vous versez à vous-même. Et d'autre part, je n'ai pas le temps de développer, mais il faut savoir, je l'ai expliqué dans plusieurs textes, où des gens comme Jean Gadret aussi l'ont fait, le ratio de dépenses publiques sur PIB n'a strictement aucun sens. Alors, j'explique rapidement. Imaginons les deux Lucas, vous êtes en couple, et vous touchez, je ne sais pas, 1 000 € par mois chacun. D'accord ? Donc, le revenu du foyer, c'est 2 000 €. Et on va dire, je ne sais pas, il y a un des deux Lucas qui fait la vaisselle, et un autre, j'en sais rien, qui fait les travaux de bricolage dans la maison. Et il y en a un, vous voyez, chacun va payer 100 € à l'autre, l'un pour les tâches ménagères, l'autre pour le bricolage. On va appeler ça, supposons, vous voyez, pour faire le parallèle avec l'État, ça c'est des dépenses publiques, d'accord ? C'est des dépenses publiques du foyer. Donc ça fait 200 €. D'accord ? On a dit que vous touchiez 1 000 € chacun, ça fait 2 000 €. Donc le taux de prélèvement obligatoire, c'est 10%. Si je vous dis que le taux de prélèvement obligatoire de votre foyer, c'est 10%, ça donne forcément l'impression à tout le monde qu'il y a 10% que vous perdez, que vous donnez à l'État. Mais non, vous voyez bien que vous les donnez à vous-même. Eh bien, nos impôts, nos cotisations sociales en France, pour la très très grande part, c'est de l'argent que nous nous donnons à nous-mêmes, soit plus tard dans le temps avec la retraite, soit comme nous sommes malades, soit avec les infrastructures publiques. Donc l'immense majorité des impôts et des cotisations sociales, je le dis très sérieusement, ce sont de l'argent que nous nous donnons à nous-mêmes. Et donc le ratio dépenses publiques sur PIB qui fait penser qu'il y a une part du PIB qui serait prélevée par l'État et qui serait retirée des gens, c'est empiriquement faux. Et ce ratio, je suis désolé, n'a strictement aucun sens. Et tous les gens qui l'utilisent, comme je suis malheureusement obligé de le faire aussi de temps en temps parce que tout le monde l'utilise, ce ratio n'a strictement aucun sens. Alors, Monsieur Raveau, vous avez déjà un peu évoqué les inégalités en parlant des milliardaires français. Rappelons quelques chiffres que vous citez dans votre livre. 47% de la richesse nationale totale est captée par les 10% de la population les plus riches en France. En parallèle, on observe une fracture générationnelle prononcée. Pour les moins de 30 ans, le patrimoine moyen est de 37 000 €, tandis que pour les sexagénaires, il est de 340 000 €. Peut-on par conséquent dire qu'il y a des inégalités opposant les générations en France ? Faut-il alors s'attaquer à notre système de retraite comme le gouvernement a cherché à le faire avant la crise sanitaire ? Alors, donc effectivement, ça c'est des chiffres très importants à connaître qui déjà tout simplement devraient être enseignés à tout le monde. Hein. Le simple fait que ces chiffres qui sont publics, qui sont faciles à connaître, qui ont été popularisés notamment par les travaux de Thomas Piketty qui a énormément fait progresser la connaissance dans ce domaine au cours des dernières décennies, ces chiffres devraient être enseignés à tous les collégiens et les lycéens. Le fait qu'ils ne le soient pas, c'est un énorme problème et pour moi, c'est un des plus graves problèmes de notre démocratie actuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la presse, dans les débats politiques, on parle beaucoup plus des revenus que des patrimoines. Alors, qu'est-ce que c'est que le revenu ? Qu'est-ce que c'est que les patrimoines ? Il suffit de regarder les mots. Le revenu, c'est ce qui revient. Le revenu, c'est ce qui revient tous les mois. Et le patrimoine, hein, étymologiquement, c'est ce qui vient du père, c'est ce qui est transmis notamment par l'héritage. Et effectivement, quand on regarde les inégalités de revenus, entre quelqu'un qui, mettons, touche l'allocation du revenu de solidarité active tous les mois et quelqu'un qui est cadre supérieur, il y aura peut-être un rapport, mettons, de 1 à 10, de 1 à 20. Hein, mettons que la personne au RSA, elle va toucher 500 € par mois, le cadre supérieur va toucher 10 000 € par mois, ça fait un rapport de 1 à 20. Mais on le sait bien tous, quand on se promène dans notre pays, il y a des gens qui ont des très grandes maisons, il y a des gens qui ont des jardins, il y a des gens qui ont des belles voitures, qui ont plusieurs maisons, qui prennent beaucoup de vacances. Et d'un autre côté, il y en a d'autres qui vivent dans des logements dégradés, où ils ont froid l'hiver, qui sont bruyants, qui sont mal situés, qui sont petits, qui ont des problèmes d'inondation, etc., où leurs enfants s'entassent éventuellement. Donc on sait que les conditions de vie en France n'ont rien à voir entre les différentes parties de la population. Et on sait aussi, hein, si on arrête de se mentir, si on observe la réalité, on sait très bien d'où viennent ces inégalités, c'est que très majoritairement, les gens qui sont riches parce qu'ils sont riches. Ils sont riches parce qu'ils ont bien choisi leurs parents et que leurs parents étaient déjà riches. Alors évidemment, en France, personne n'est riche, hein, vous le savez, c'est la différence avec les États-Unis. Tout le monde est dans la classe moyenne. Et donc, évidemment, personne ne se pense comme riche. Moi-même, évidemment, je ne me pense pas du tout comme riche, alors que je sais que je le suis très clairement hein, par rapport aux statistiques. Mais comme tout le monde, je regarde au-dessus de moi, je regarde mes cousins qui ont des maisons beaucoup plus grandes que la mienne, qui partent beaucoup plus souvent que moi à l'étranger, etc. Donc, personne n'est riche, mais en fait, il y a une richesse colossale dans ce pays.
Et évidemment, cette richesse est totalement injuste, puisqu'elle dépend, encore une fois, totalement de la naissance. Alors là aussi, il y a une légende qui court en France selon laquelle l'héritage serait hyper taxé. Simplement, c'est faux. Simplement, c'est faux. Donc, il y a, par exemple, Christian Chavagneux, qui est vraiment quelqu'un qu'il faut absolument lire, journaliste à Alternative économique, qui a fait plusieurs articles et il montre, par exemple, que lorsque on s'intéresse au principal héritage, c'est-à-dire celui qu'on laisse à nos enfants, qui s'appelle l'héritage en ligne directe, eh bien, le taux d'imposition moyen sur cet héritage, ce n'est pas 30%, ce n'est pas 20%, ce n'est pas 10%, c'est 3%. D'accord ? Il y a 3% des sommes qui sont léguées par leurs parents à leurs enfants qui sont captées par l'État. Alors, ce que je comprends très, très bien, et que, comme être humain, je le vis comme tout le monde, c'est que taxer l'héritage, c'est extrêmement violent. Vous venez de perdre vos parents. Le simple fait qu'on vous prenne ne serait-ce qu'1 euro, c'est insoutenable. Je suis entièrement d'accord avec ça. Simplement, ce que j'aimerais souligner, c'est que si on était libéral, si vous êtes libéral, au mauvais sens qu'on a donné au début, c'est-à-dire si vous êtes pour la concurrence généralisée, si vous êtes pour la responsabilité individuelle complète et totale, évidemment, vous êtes totalement opposé à l'héritage. Puisque la définition philosophique de notre société, qui est incarnée comme jamais par Emmanuel Macron, c'est tu as ce que tu as, il y a des gens qui ne sont rien, comme l'a dit le président publiquement, il y a des gens qui ne sont rien, et il y a des gens qui sont riches, comme son ami Xavier Niel, le fondateur PDG de Free. Et chacun a ce qu'il mérite. C'est la course de tous contre tous. C'est une idéologie qui est évidemment délirante, qui détruit la société, qui est évidemment fausse, puisque je vois avec mes étudiants, ceux qui décrochent les meilleurs stages, c'est ceux dont les parents ou la famille, les connaissances bossent dans les meilleures boîtes. Vous vivez aussi comme étudiant. Donc ce fantasme de la concurrence pure et parfaite, comme si on était tous alignés comme aux Jeux Olympiques sur la ligne de départ et que tout le monde avait les mêmes chances, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, aux Jeux Olympiques, tout le monde n'a pas les mêmes chances, évidemment. Si vous regardez les médailles olympiques, quel est le premier prédicteur du nombre de médailles olympiques d'un pays? Eh bien, c'est sa richesse, c'est son PIB par habitant. Donc, c'est très simple. Plus vous êtes riche, plus vous gagnez de médailles au JO pour des raisons évidentes. Donc, quoi qu'on pense de l'héritage, il faut bien comprendre, ça me semble quand même très très important, que si vous êtes sérieusement favorable à ce qu'on appelle la méritocratie, c'est-à-dire à chacun selon ses mérites, vous êtes totalement opposé à l'héritage. On va revenir, monsieur. Oui, pardon, mais je finis juste. On va revenir à la question de l'héritage juste après. Est-ce que vous pourrez évoquer un petit peu la question des retraites que Lucas a essayé d'esquisser? Ah ouais, pardon. On reviendra à l'héritage juste après. Ok, d'accord. Alors, vous êtes dur, vous avez raison, c'est bien. Il ne faut pas se laisser faire. Donc, sur les retraites, là, il faut savoir que c'est malheureusement un problème totalement inventé. C'est-à-dire que ça fait partie de ces problèmes où malheureusement, il y a sincèrement un groupe de gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des gens qui sont à France Stratégie, par exemple, l'organisme public qui a succédé au commissariat au plan, qui sont à Bercy, qui sont dans les ministères, qui sont les gens qui ont été formés, ou plutôt déformés, à Polytechnique, à HEC, à l'ENA, à Sciences Po ou dans les facultés d'économie. Et ces gens-là sont persuadés qu'il existe un problème des retraites. Ils sont persuadés depuis des décennies qu'il existe un problème des retraites. Et en fait, quand on regarde la réalité, ce problème, la première chose, c'est que très largement, il n'existe pas. J'avais retrouvé facilement l'année dernière une note signée, je crois, à l'époque de Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, publiée il y a 1 an ou 2, évidemment avant la crise du Covid, qui expliquait que le régime général des retraites était équilibré. Pourquoi est-ce que ce régime est équilibré? Tout simplement parce qu'on a beaucoup augmenté la durée de cotisation et que donc il y a de moins en moins de gens qui arrivent à cotiser durant toute la durée nécessaire et donc en fait leur retraite elle baisse. C'est-à-dire que moi, mes parents, qui ont 75 ans, font partie de la génération qui a des retraites élevées, mais ça c'est fini pour toujours. D'accord? Donc en fait le problème des retraites, il n'existe pas, très largement. La deuxième chose, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo qui a pas mal circulé, c'est qu'il y a des fonds de réserve très importants qui nous garantissent un avenir sans aucune inquiétude pour le régime des retraites, même avec le Covid, pour des années et des années. La troisième chose, c'est que comment ça fonctionne le système des retraites? C'est un système génial, on a le meilleur système au monde, pas parce qu'on est français, on n'est pas les seuls à l'avoir, c'est que l'argent est prélevé tous les mois sur les gens qui travaillent et versé tous les mois aux gens qui sont à la retraite. Il faut quand même bien que les gens sachent que c'est, d'un point de vue économique, le système le plus efficace au monde. Parce que les coûts intermédiaires, c'est quasiment zéro. Tout ça, ça se passe par l'informatique. Il y a très, très peu de gens à la caisse d'assurance vieillesse qui gèrent tout ça
par rapport à la masse qui est gérée. Il faut bien savoir que ce système public, qui est tellement décrié par tous nos dirigeants depuis des décennies, est littéralement 10 fois plus efficace, 10 fois plus efficace, hein, Joseph Stiglitz notamment l'avait démontré, que toutes les banques, les assurances privées, les mutuelles, auxquelles vous cotisez tous. Hein, donc, je répète, la caisse d'assurance vieillesse, vous avez un employé, là où à la Société Générale, à la Génération de l'Éducation nationale, dans toutes les banques, à la banque soi-disant populaire, chez Paribas, etc., vous avez littéralement 10 employés ou une personne 10 fois mieux payée que les employés de la caisse d'assurance vieillesse. Donc l'efficacité, de façon monstrueuse, énorme, elle est du côté du public. Pourquoi? Parce que c'est un système technique, simple, sans aucun intermédiaire, parce que c'est un monopole, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'argent que nous versons à nous-mêmes. Donc il faut bien comprendre que vous avez par exemple les campagnes de publicité que vous voyez partout, ou les stades de foot qui ont des noms de mutuelles, c'est vous qui les payez, ce n'est pas la mutuelle. Il n'y a pas de stade de foot qui s'appelle la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale n'a pas d'argent à perdre à payer des millionnaires en short. Alors que les millionnaires en short qui sont payés par vos banques ou mutuelles ou les courses de bateaux, c'est vous qui payez. C'est vous qui payez. C'est jamais la banque. La banque ne paye rien. C'est toujours les clients qui payent. Enfin, si on veut effectivement augmenter les ressources des retraites, c'est évidemment ce que je souhaite, qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple, augmenter les salaires. Les retraites sont financées en proportion des salaires. Plus les salaires augmentent, plus les ressources pour le fonds des retraites augmentent. Donc, si vous êtes vraiment inquiet pour l'avenir des retraites, comme vous l'êtes peut-être, comme le sont en apparence nos dirigeants depuis des décennies, les amis, augmentez les salaires. Deuxième source de financement très importante, l'emploi des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont empêchées de travailler. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel. Il y a beaucoup de femmes qui sont très mal payées. La plupart des travailleurs mal payés sont des femmes. Si vous permettez à ces femmes de travailler, si vous permettez à ces femmes de passer de temps partiel à temps complet, si vous augmentez les salaires de ces femmes, vous voyez que si vous jouez sur tous ces leviers, vous augmentez de façon considérable le régime des retraites, puisque vous augmentez les ressources du régime. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, il suffit de suivre notamment ce qu'ont fait les pays nordiques. C'est qu'il faut augmenter très fortement les structures de garde d'enfants publics, c'est-à-dire en bon français les crèches. Le meilleur, mis à part l'investissement écologique, le meilleur investissement que notre pays aurait dû faire depuis des années, et qu'il a fait d'ailleurs, mais qu'il n'a pas fait suffisamment, mais qu'il a fait beaucoup plus que la plupart des autres pays, c'est sûr, c'est la crèche. Il y a des études économiques très sérieuses sur des décennies, qui montrent que les enfants qui sont accueillis en crèche, en fait, vont mieux que les autres, vont mieux que ceux qui sont élevés par leurs parents. Donc, je sais que c'est extrêmement violent à entendre par les parents, mais c'est une réalité sociologique et économique. Quand vous êtes accueillis dans les structures de garde collective, surtout celles de la qualité dont nous avons en France, vous apprenez à dialoguer avec des adultes, plusieurs, vous apprenez à dialoguer avec des enfants, plusieurs, vous apprenez à interagir en société. Donc, vous développez vos capacités cognitives, vous apprenez à coopérer avec les autres. Et donc, encore une fois, les études qui existent, parce qu'il y a plein d'études géniales dans le monde, dans tous les domaines, sur des décennies, montrent que les enfants qui sont allés à la crèche gagnent plus, sont moins souvent au chômage, ont moins affaire à la justice, ont moins de problèmes de santé, etc. Et c'est évidemment d'autant plus vrai pour les enfants venant de milieux défavorisés. Vous voyez, ce qui est assez drôle, et ça, c'est une leçon très importante en économie, c'est que la solution du problème, presque toujours, n'est pas là où est le problème. Et donc, pour résumer, la solution au problème des retraites, qui, encore une fois, est très largement inexistant, la solution au problème des retraites, c'est de construire des crèches. Merci pour cette réponse. On va revenir, comme je l'annonçais, sur la question de l'héritage. Donc, vous êtes attaché à une sorte de suppression ou en tout cas une meilleure taxation de l'héritage pour une égalité des chances dans la République française. Vous dénoncez le fait que le patrimoine en France soit très inégalitaire. Alors, je vais citer une nouvelle fois un chiffre pour que nos auditeurs se représentent bien le fossé. 10% des Français les plus pauvres disposent au maximum de 3 000 € de patrimoine net. Et 10% des Français les plus riches disposent d'un patrimoine d'au moins 530 000 €. Alors ça, ce sont des chiffres qu'on peut une nouvelle fois trouver dans votre livre. Alors selon vous, question très simple, la question des inégalités de succession doit-elle être la priorité à régler? Alors, d'abord, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de patrimoine. Il y a des gens qui laissent des dettes à leur décès. Tout le monde n'accumule pas du patrimoine. D'autre part, donc, comme vous l'avez dit, effectivement, les inégalités de patrimoine, c'est de 1 à 100. C'est de 1 à 100. C'est absolument vertigineux. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas vraiment comprendre, mesurer l'ampleur des inégalités de patrimoine dans notre société. Les travaux de Thomas Piketty, il faut bien rappeler que Thomas Piketty, quand on le lit, et en dehors des caricatures et d'ailleurs du titre qu'il donne à certains de ses ouvrages, Thomas Piketty est un économiste totalement favorable à l'économie de marché.
et même à la société de marché. Thomas Piketty ne s'est jamais prononcé, par exemple, en faveur des nationalisations. Jamais. Il ne s'est jamais prononcé même en faveur de la hausse du SMIC. Jamais. Ces propositions concernent simplement ce qu'on appelle la redistribution des revenus, essentiellement par la fiscalité. Donc il faut bien comprendre que Thomas Piketty est un économiste moderne, très favorable au marché, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est cité et lu dans le monde entier, dans le consensus idéologique actuel. Et qu'est-ce qu'il écrit, Thomas Piketty, dans son premier livre, Le Capital au XXIe siècle? En fait, on voit qu'il est effrayé par ce qu'il découvre. Il est effrayé. Parce que Thomas Piketty, il a fait des découvertes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'il est aussi célèbre? C'est parce qu'il a fait un travail absolument de dingue, alors qu'il est encore très jeune, il a en gros mon âge, pour produire des données. Il ne s'est pas baladé sur les sites Internet des instituts statistiques du monde entier. Il a produit des données. Il a produit de la connaissance. Et rien que pour ça, on doit tous lui dire un énorme merci. Et en plus, il rend gratuitement accessibles toutes ces données sur son site Internet. J'aimerais bien qu'un jour, notamment, les jeunes, les étudiants se rendent compte de la chance hallucinante qu'ils ont d'avoir des esprits aussi brillants qui donnent accès aussi gratuitement à la qualité et la quantité de travail qu'ils fournissent. Et j'aimerais bien, je le dis de façon un peu méchante, que les étudiants se rendent compte que ce n'est pas normal que ça soit gratuit tout ça, et qu'il y a un moment, il faudra accepter de le payer et de faire des vrais choix dans votre vie entre ce pourquoi vous voulez payer et ce pourquoi vous ne voulez pas payer. Je sais que c'est brutal quand je dis ça, mais je le pense très profondément. Bon, bref, Piketty fait ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans son bouquin? Il nous dit on arrive vers une société de petits rentiers. Et il est terrifié parce que justement, ça remet en cause tout le fondement. Il y a des pages très très belles et très claires de Piketty là-dessus, de notre société, soi-disant basée sur la méritocratie. Qu'est-ce que c'est une société de petits rentiers? C'est une société qui a existé, la société de rentiers, au XIXe siècle en France. C'est une société où il y a des gens qui ne travaillent pas et qui gagnent plus que ceux qui travaillent. Et ces gens-là en particulier, j'en ai connu directement, ce sont les gens qui possèdent par exemple des immeubles à Paris. À Paris, il y a des familles qui possèdent un immeuble. Donc ils touchent, vous voyez, des sommes faramineuses tous les mois sans strictement rien faire. Et je ne me rappelle pas des proportions exactes, mais Piketty, dans son livre, nous dit aujourd'hui en France, nous avons de plus en plus de gens qui vont hériter au cours de leur vie, parce que vous pouvez hériter plusieurs fois, qui vont hériter au cours de leur vie plus que ce que des millions d'habitants de France vont gagner par leur travail. Moi, j'avoue, j'étais bouleversé quand j'ai lu ces pages. Ça remet en cause absolument tout le fondement de notre société. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, donc Piketty l'a écrit maintenant, je crois que c'est en 2013 que son livre est sorti. C'est des pages très claires, très fortes et tout ça. Et ce n'est pas ça qui a été repris dans le débat public. Ce qui a été repris dans le débat public, c'est ces propositions à la fin qui ne sont pas du tout convaincantes de créer un impôt mondial sur les revenus, etc. D'accord? Donc, je pourrais vous les envoyer. C'est des pages que je donne à lire à mes étudiants. Ces pages, elles sont très, très fortes. Parce que Piketty comprend ce qui se passe. Il comprend vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, le contrat démocratique très bancal, sur lequel nous vivons depuis des années, c'est-à-dire qu'en apparence, qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est un des très rares moments, le vote plus précisément, le vote, c'est un des très rares moments dans la société où un pauvre compte, au sens littéral du terme, autant qu'un riche. Quand on va voter le dimanche, dans notre école primaire, j'aime bien ce petit rite où on retourne dans l'école où on était petit, on va voter, etc. Il y a des gens du quartier. Et à ce moment-là, tout le monde vaut pareil. Et évidemment, comme il y a plus de pauvres que de riches, un des grands paradoxes, c'est que les partis soutenus par les pauvres devraient toujours gagner. Et on voit que ce n'est pas du tout le cas. Toujours est-il que dans notre système, dans notre société, il y a cette contradiction, disons cette tension, si on veut faire un peu plus modéré, entre l'égalité radicale de la démocratie, où encore une fois, quand on va voter, mon vote va compter autant que celui de Bernard Arnault ou d'Emmanuel Macron, ou de la personne qui fait des ménages dans les usines, on va tous compter pareil. Et évidemment, dans la société, tout le reste du temps, il y a des gens qui comptent beaucoup plus que les autres parce qu'ils ont du pouvoir sur les autres, du pouvoir économique, du pouvoir politique, du pouvoir idéologique, etc. Et donc, Piketty nous dit qu'il y a toujours eu, dans nos démocraties très récentes aussi, puisque je rappelle que les femmes ne votent en France, en gros, que depuis 70 ans, et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont élus, exclus des élections, comme par exemple les personnes qui ne sont pas françaises, qui ne votent pas aux élections présidentielles, même si elles résident en France depuis longtemps. Bref, Piketty nous dit qu'on a cette tension depuis toujours entre l'égalité démocratique, effectivement assez radicale, du moins juste au moment du vote, et la vie économique qui est de toute façon et de toute évidence très inégalitaire. Et Piketty nous dit, et je le suis entièrement là-dessus, la force de nos sociétés jusqu'à présent, c'est d'avoir maintenu une fiction
qui fait que chacun a cru, et pouvait croire d'ailleurs de façon légitime, qu'effectivement, il avait sa chance dans le système économique. Et que donc, on savait bien qu'il y avait des inégalités, mais ces inégalités n'étaient pas trop fortes, pas trop injustes, pas trop délirantes, ou en tout cas, c'est ce qu'on a voulu croire. Et donc, encore une fois, dans ces pages-là, Piketty nous dit ça, c'est terminé. C'est terminé. Cette période-là, elle a été en fait assez courte. En gros, elle a duré de 1945 jusqu'aux années 70, à peine 30 ans. Et il nous dit cette période, elle est terminée. Et aujourd'hui, les gens qui ont du pouvoir dans la société ont en plus strictement du pouvoir économique et encore une fois peuvent, et ces gens-là, ils nous disent évidemment, ils sont une minorité, mais ils sont de plus en plus nombreux et ils sont de plus en plus riches. Regardez encore les chiffres, les milliardaires français sont ceux qui s'enrichissent le plus enrichis ces dernières années. Et donc, ces gens-là gagnent sans travailler, évidemment qu'ils travaillent en plus, mais sans travailler, ils gagnent au cours de leur vie beaucoup plus que ce que des millions d'habitants de notre pays vont gagner par leur dure vie de travail en faisant, comme on l'a vu avec la crise du Covid, les boulots les plus utiles qui, comme chacun le sait maintenant, sont aussi les plus mal payés. Donc là, il y a une rupture de la promesse. Encore une fois, la promesse égalitaire, elle n'a jamais été vérifiée dans les faits, mais Piketty nous dit, voilà, maintenant, on sait que cette promesse n'a strictement plus aucun sens. Et donc, la question vertigineuse qu'il nous pose, c'est sur quoi bâtir notre société. Et donc, juste pour terminer, évidemment qu'à titre personnel, je n'ai pas envie de payer l'héritage. Évidemment qu'à titre personnel, je n'ai pas envie de payer d'impôts. Mais si vous réfléchissez, évidemment qu'à titre personnel, quand j'étais ado, peut-être que j'aurais aimé que l'héroïne, ça soit en vente libre. Est-ce que ça aurait été bon pour moi? Peut-être que sur la route, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de limitation de vitesse et que j'aille me vautrer comme un con à 300 à l'heure et que je laisse ma gamine orpheline. Vous voyez, donc cette idée de « j'ai pas envie », si vous réfléchissez 2 secondes, si on vous avait laissé faire ce dont vous aviez envie de faire depuis que vous étiez né, peut-être que vous seriez mort. Vous seriez alcoolique, vous auriez des addictions, vous seriez devenu complètement fou. Donc cette idée, qui pour le coup est complètement folle, de dire « ah ben moi ça j'ai pas envie » et on construit la société sur ce dont j'ai envie, réfléchissez 2 secondes de dire depuis que vous êtes né, combien il y a de profs, combien il y a de parents, combien il y a d'amis qui vous ont sauvé, justement parce qu'ils vous ont dit bah là, ça ne faut pas le faire, ça c'est une connerie. On a besoin tous de limites, c'est littéralement vital. La société aussi, elle a besoin de limites. Et effectivement, la fiscalité, c'est une des limites les plus essentielles dont on a tous besoin pour faire les bons choix collectifs qui nous font tous du bien à chacun d'entre nous. Donc, vous revenez à plusieurs reprises aussi sur les excès salariaux dans votre ouvrage, les excès salariaux des années 1970 que vous opposez à la plus récente revanche du capital, pour reprendre le terme de Michel Husson et Dominique Plion, qui désigne l'aboutissement des multiples luttes sociales de la fin des années 60. Par exemple, la hausse de 35% du salaire minimum, le SMIC, les fortes revalorisations salariales suite aux crises pétrolières. Alors, peut-on croire à l'avenir, et si oui, comment, en la mise en place d'un entre-deux, donc entre revanche du capital et excès salariaux des années 70, comme solution aux inégalités salariales qui continuent de se creuser aujourd'hui? C'est vraiment une question géniale. Alors, là, je vais faire un petit peu d'histoire, mais je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible pour qu'on comprenne un petit peu tout ce dont on vient, parce que ça commence à dater, tout ça, ça fait maintenant 50 ans, et donc forcément, les événements commencent à bien se dissiper dans notre mémoire, surtout que, encore une fois, un petit coucou à Jean-Michel Blanquer, tous ces éléments essentiels ne font pas l'objet du tronc commun qui est enseigné aux collégiens, aux lycéens, ce qui, encore une fois, est un énorme problème. Bref. Donc, dans les années 70, en 1973 plus précisément, qu'est-ce qu'on a? Alors, je l'ai compris que récemment. En fait, on a le premier grand choc écologique de la période contemporaine, qui est le choc pétrolier. Qu'est-ce que c'est le choc pétrolier? C'est intéressant parce qu'au début, c'est pour des raisons diplomatiques. Donc, à l'époque, on a le conflit très fort, évidemment, entre Israël et, disons, les pays arabes, pour simplifier très, très fortement, pardon aux historiens. Et donc, suite à la guerre du Kippour, les pays arabes qui, par hasard, sont les principaux producteurs de pétrole, veulent sanctionner les pays occidentaux pour leur soutien réel ou supposé à l'État d'Israël. Puisqu'effectivement, notamment, les principaux consommateurs de pétrole à l'époque sont les États-Unis, l'Europe et aussi le Japon, qui a un peu rien à faire dans l'histoire, mais qui sera touché. Donc, que font les pays producteurs de pétrole? Ils diminuent très fortement la production de pétrole. Donc là le mécanisme de l'offre et de la demande joue à plein. Et donc, le prix du pétrole va être quadruplé. On va passer, je crois, à l'époque de 3 $ à 12 $ le baril. Donc, un baril de pétrole, c'est 169 litres de pétrole.
Donc imaginez, vous vous levez ce matin, là, vous allez acheter votre baguette de pain, et la baguette que vous achetiez à 1 euro hier, aujourd'hui, elle est à 4 euros. Vous êtes dans le souci. Évidemment, vous n'allez pas acheter votre baguette. Mais évidemment, à l'époque, et encore très largement aujourd'hui, le pétrole est nécessaire. Et donc, toutes les entreprises voient leur coût de production augmenter très fortement. Donc, que font les entreprises? L'attitude rationnelle des entreprises, elles augmentent le prix de vente de leurs produits. Et comme tous les prix de vente des produits augmentent, on a ce qu'on appelle l'inflation, c'est-à-dire que le coût de la vie augmente très fortement. On est au début des années 70, le chômage va très fortement augmenter dans les années qui viennent, mais à l'époque, le chômage est encore faible. Dans un pays comme la France, le Parti communiste est un des principaux partis du pays. L'Union soviétique a encore beaucoup de prestige en France auprès de nombreux ouvriers. La CGT est un syndicat puissant. Donc, les travailleurs ont du pouvoir. Qu'est-ce que font les travailleurs? Très logiquement, ils disent au patron, écoutez les amis, nous, voilà, tout augmente. Hein, c'est le fameux du tout augmente. Quand je vais faire mes courses, tout est plus cher à cause effectivement du choc pétrolier. Donc, je demande des augmentations de salaire. Logique, rationnel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en raison du rapport de force de l'époque, les salariés obtiennent les hausses de salaire. Que font les entreprises? On rappelle que donc leurs coûts de production, leurs coûts énergétiques ont beaucoup augmenté à cause du pétrole. Les produits qu'elles achètent sont eux aussi plus chers parce qu'eux aussi sont plus chers à cause du pétrole. Et en plus, maintenant, les entreprises doivent payer des salaires plus élevés. C'est la panique, la vraie panique du côté des entreprises pour des très bonnes raisons. Donc, que font les entreprises? Elles augmentent le prix de vente de leurs produits. Et donc, vous voyez qu'il y a un mécanisme qui s'enclenche, augmentation des prix, revendication salariale, augmentation des salaires, augmentation des coûts de production, augmentation des prix, et je peux recommencer comme ça pendant une demi-heure, mais je pense qu'on a compris. Donc, c'est ce qu'on appelle en économie la boucle prix-salaire, ou dans des termes plus poétiques, la spirale inflationniste. Et effectivement, si vous regardez les chiffres de l'époque, on arrive à des taux d'inflation très importants que plus personne n'a connus, ni vous, Lucas, ni moi, sauf si vous avez vécu dans des pays étrangers, vous avez, et pas du tout qu'en France, hein, c'est au Royaume-Uni notamment que les taux d'inflation sont les plus élevés, et ça jouera un rôle très important dans l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979, vous avez l'inflation qui fait 10-15% tous les ans. Imaginez que là, tout ce que vous achetez, vos t-shirts, votre téléphone, ça augmente de 10% tous les ans. Vous ne l'avez jamais vécu. Donc, à l'époque, le problème numéro 1, c'est l'inflation. Mais ce qu'on constate quand on regarde les chiffres de l'économie française, c'est qu'en la force, hein, c'est un des grands paradoxes, la force des salariés va être leur plus grande catastrophe. C'est qu'en fait, à ce moment-là, le pouvoir des salariés, il est trop fort. Et donc, dans ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le partage du gâteau hein, qui est produit chaque année par la France, la part des salariés va augmenter assez fortement et la part des entreprises va baisser. Et c'est ce que va constater le pouvoir socialiste quand il va arriver au pouvoir en 1981. Des gens comme Michel Rocard ou des gens comme Jacques Delors vont alerter le pouvoir socialiste avec ces chiffres-là en disant « Regardez, nous avons un nombre considérable d'entreprises françaises qui sont au bord de la faillite. » Et c'est vrai, c'est totalement vrai. C'est un peu comme aujourd'hui avec le Covid. Vous avez un problème de faillite de très nombreuses entreprises potentiellement. Et donc, le fameux tournant de la rigueur, qui là encore devrait être bien enseigné à nos collégiens et nos lycéens, de 1983, est justifié sur le plan économique par quelque chose de tout à fait juste. C'est une décision que moi aussi j'aurais recommandée à l'époque, qui s'appelait donc restaurer la profitabilité des entreprises. Le problème à l'époque, c'est que les profits des entreprises, et je le dis très clairement en tant qu'économiste de gauche, en 1983, les profits des entreprises françaises sont trop faibles. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est que cette politique, elle va trop bien marcher. Et c'est là que va naître l'expression atroce de modération salariale, qui est quand même assez intéressante, parce que vous voyez, c'est comme à consommer avec modération comme l'alcool, donc c'est de dire que le salaire, c'est quelque chose de nocif, de mauvais pour la santé de l'économie. Donc on va demander aux salariés de se serrer la ceinture, ce qui va se faire très naturellement avec le chômage de masse. Parce qu'en 1983, le taux de chômage est déjà très élevé, ça fait déjà 10 ans que la crise économique est là, et tout simplement, les gens ne demandent plus de hausse de salaire parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas les obtenir, et parce que les gens sont rationnels, et ils savent qu'ils préfèrent garder leur emploi mal payé que voir la boîte couler, ou risquer, eux, d'être licenciés pour qu'on embauche quelqu'un de moins bien payé qu'eux à la place. Les gens, grosso modo, dans la vie, ils savent où est leur intérêt. Donc, le chômage de masse, les politiques de modération salariale,
En France, par exemple, il y avait un mécanisme qui s'appelait l'indexation automatique, qui faisait que lorsque l'inflation était mesurée, les salaires l'année prochaine, l'année d'après, augmentaient automatiquement. C'est dur à imaginer. Dans un pays donc effectivement d'économie de marché, il y avait une orientation nationale sur le niveau des salaires qui a évidemment totalement disparu depuis. C'est justement Jacques Delors qui a mis fin. Bref, toujours est-il que cette part des salaires dans le PIB, c'est une des courbes que je montre à mes étudiants, qui augmente fortement au cours des années 70, comme vous l'avez dit, elle va s'effondrer au cours des années 80. Et le problème, c'est qu'on ne va plus arriver à baisser cette baisse, si on peut dire, à mettre fin à cette baisse de la part des salaires dans le gâteau national produit chaque année, notamment parce que tous les pays font pareil. C'est d'ailleurs que ce qui se passe en France, et ça se passe aussi beaucoup plus fortement en Allemagne. Et moi, c'est toute ma jeunesse, vous n'avez pas connu ça, c'est l'époque où tous les pays sont obsédés par leur taux d'inflation, et surtout par la comparaison de leur taux d'inflation avec celui des voisins, et notamment en France. Je me rappelle d'une ouverture du journal de 20 heures dans les années 80 ou 90, où pour la première fois, le taux d'inflation français était passé en dessous du taux allemand. Si vous voulez, on avait pris notre revanche sur la Seconde Guerre mondiale. C'était la fierté nationale totale, le coq, cocorico dans tous les… Vous voyez, on débouche le champagne. Enfin bon. Donc je plaisante, évidemment, les gens s'en foutaient, mais vous voyez, pour les grands journalistes, pour les dirigeants, c'était une victoire fabuleuse que d'avoir un taux d'inflation inférieur à celui de l'Allemagne, avec toute la mythologie qui va derrière. On était enfin un peuple sérieux, organisé, etc. Notamment Jean-Claude Trichet en France, qui a joué un rôle fantastique dans la diffusion de l'idée que le taux d'inflation était ce qui avait de plus important au monde. C'est pour vous dire, comme les choses passent vite, ça vous paraît délirant ce que je vous raconte aujourd'hui, puisque vous n'avez jamais connu l'inflation. Mais il faut bien comprendre, petit aparté, notamment que tout l'euro, toutes les institutions de l'Union européenne ont été bâties pour répondre à ce problème qui n'existe plus depuis 40 ans, qui est l'inflation. Et ça, c'est un des messages principaux que je transmets à mes étudiants. Petit conseil pour ceux qui sont en train de rédiger leur mémoire, regardez toujours dans quel contexte une loi est adoptée, dans quel contexte une institution est adoptée. Et je dis toujours à mes étudiants, quel était le problème que les gens voulaient résoudre à l'époque quand ils ont fait ce qu'ils ont fait. Regardez toujours ça. Et en fait, on oublie après pourquoi les institutions ont été créées. Et on oublie que donc, la lutte contre l'inflation a été vraiment l'obsession, mais encore une fois, l'obsession légitime, comme vous aviez connu les années 70, des dirigeants pendant des années. Bref, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est à un niveau où il y a beaucoup de salaires qui sont beaucoup trop faibles, tout le monde le sait. Moi, j'assiste à des émissions sur BFM où, à l'antenne, j'ai un vice-président du MEDEF qui me dit « Oui, effectivement, on sait qu'on a beaucoup de nos salariés qui n'arrivent pas à vivre décemment, correctement, qui sont bien sûr au SMIC, qui sont même plus qu'au SMIC, mais qui n'arrivent pas à avoir le niveau de vie, disons, moyen de notre société, ou en tout cas celui que nous renvoie la publicité. Des gens qui sont beaucoup trop mal payés, mais qui me dit, qui dit à l'antenne, ce que ne dirait jamais un dirigeant du Parti socialiste. Donc, vous avez un vice-président du MEDEF qui nous dit, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont trop mal payés en France, mais on ne peut pas les augmenter à cause du chômage, à cause de la fameuse compétitivité. Et de l'autre côté, comme vous disiez, effectivement, il y a tout un tas de salaires, et surtout de revenus qui sont extrêmement élevés, notamment dans les professions libérales. Regardez les vrais revenus, par exemple, de certaines professions médicales, les radiologues, par exemple, qui gagnent énormément d'argent, les professions libérales, les avocats, etc. Donc, il y a une inégalité qui est très, très forte aujourd'hui en France. Alors, comment est-ce qu'on peut la résoudre? Sur le papier de l'économie, c'est simple. C'est justement les bons côtés de la concurrence. Moi, il y a une définition que j'aime beaucoup du plein emploi. Qu'est-ce que c'est le plein emploi? La définition du plein emploi, c'est lorsque le salarié choisit son employeur autant que l'employeur choisit son salarié. C'est ça le plein emploi. Et si vous réfléchissez bien, vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises et même de ministres de l'économie qui n'ont pas forcément super envie qu'il y ait le plein emploi. Parce que le plein emploi, c'est la possibilité aux gens de dire à leur patron, tu sais quoi, comme le faisaient mes parents dans les années 60, tu m'emmerdes mon gars, je me casse, je me lève et je me casse parce que je traverse la rue et il y a du boulot en face. Le plein emploi, justement, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ça c'est la liberté. C'est la liberté des deux côtés, de se choisir comme dans un couple et de pouvoir se quitter comme dans un couple parce que chacun a des options extérieures. Alors que le chômage de masse, c'est évidemment le contraire de la liberté. Aujourd'hui, combien de gens choisissent leur emploi? Aujourd'hui, combien de gens se rendent malades physiquement, psychologiquement dans leur emploi, mais n'arrivent pas à en partir parce que, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs, où ils ne savent pas où aller. C'est bien pour ça que la phrase d'Emmanuel Macron a tellement fait scandale.
c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de traverser la rue, d'aller ailleurs. Mais simplement, en face, il n'y a rien. Ou il y a pire. D'accord ? Donc, sur le papier, la solution, c'est comme je vous disais tout à l'heure, pour les retraites, la solution, c'est les crèches. Ben, la solution sur les inégalités salariales, c'est l'emploi. C'est qu'il faut créer des millions d'emplois. Alors, est-ce qu'on peut créer des millions d'emplois ? Oui. Il y a deux façons principales, et je m'arrête là, je ne développe pas, ça a été expliqué par plein d'auteurs. Les deux façons principales de créer des millions d'emplois en France, c'est d'abord la transition écologique, les fameux investissements dans toutes les énergies renouvelables, réhabilitation des bâtiments, transport collectif, innovation, il y a des millions d'emplois créés. Et la deuxième chose, c'est la réduction du temps de travail. C'est-à-dire qu'historiquement, le pouvoir des salariés face aux entreprises, mis à part des périodes accidentelles de très forte croissance économique, et justement Michel Husson, que je vous remercie d'avoir cité, qui est vraiment un de mes plus économistes favoris en France, qui est un de mes papas dans la discipline. Michel Husson a fait beaucoup de travaux, vous le trouverez très facilement sur son incroyable site internet, où il montre que même dans les années 60, c'est un article que je cite dans mon livre, qui s'appelle tout simplement « Et si la croissance ne créait pas d'emploi ?» Et si la croissance ne créait pas d'emploi. Et Michel Husson nous montre que même dans les années 60, où il y avait une croissance économique formidable, ce qui a vraiment permis l'augmentation de l'emploi, et donc, encore une fois, le rééquilibrage du rapport de force entre les entreprises et les salariés, c'est la réduction du temps de travail, puisque la réduction de temps de travail, en France en particulier, était très importante à ce moment-là, avec la création d'abord de la 3e, puis de la 4e semaine de congés payés. Donc, voilà. Si vous voulez moins d'inégalité de salaire, il faut qu'il y ait plus d'emplois. Pour qu'il y ait plus d'emplois, réduction de temps de travail et transition écologique. Et est-ce que la solution se trouverait également sur la croissance économique ? Alors, je m'explique. Est-ce que pour vous qui êtes économiste, c'est un critère toujours pertinent aujourd'hui ? Quelles sont vos propositions phares pour relancer la croissance économique qui n'est pas forcément en très grande dynamique depuis de nombreuses années ? Dans votre ouvrage, vous défendez évidemment pas la théorie du ruissellement qui est dominante, comme vous le dites, depuis les années 1980. Et fait intéressant, j'ai trouvé, vous vous appuyez notamment sur l'OCDE qui a démontré que plus un pays connaissait de fortes inégalités, plus sa croissance économique était faible. Alors, comment expliquer ce phénomène, Monsieur Raveau ? Alors, deuxième moment publicitaire, voici ma réponse. Donc, Jean Gadret. Jean Gadret, Adieu à la croissance. J'aimerais vraiment que tout le monde lise ce livre. Je vais vous répondre évidemment. Qui est Jean Gadret ? C'est un vieux monsieur maintenant. Il doit s'approcher des 80 ans. C'est un ancien prof de Lille. C'est un monsieur extraordinaire qui vraiment a consacré sa vie à essayer pour un meilleur monde, quoi. Si on était aux États-Unis, on dirait ça. C'est un économiste mathématicien, statisticien, qui a fait beaucoup d'enquêtes de terrain dans les services, dans les supermarchés en France, à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, qui se bat depuis des décennies pour notamment, qui est un économiste féministe, vraiment, écologique, vraiment, qui propose plein de solutions, qui connaît hyper bien la réalité, qui a un blog sur Alternative économique où il y a des centaines de textes que vous pouvez tous lire, là encore gratuitement, et vous pouvez le remercier vraiment du travail gratuit qu'il apporte à tout le monde, qui est extraordinaire. Pour dire les choses simplement, si sans parler du fonctionnement de la société, mais si juste la gauche allait à peu près normalement en France, ça devrait être l'économiste le plus connu à gauche de France, parce que le travail qu'il a fait depuis des décennies est prodigieux, avec un souci pédagogique démentiel. Je m'inspire énormément de lui dans ce que je fais actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte Jean Gadret dans ce livre ? Eh bien, il apporte des connaissances. Et ces connaissances, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Eh bien, elles nous disent que pour les gens qui veulent bien voir, on sait au moins deux choses. On sait qu'effectivement, la croissance économique a permis, dans nos pays, dans les pays riches, une augmentation sans précédent du bien-être, qu'on peut mesurer par plein d'indicateurs que tout le monde connaît, accès à l'éducation, allongement de l'espérance de vie, confort, loisirs, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. La deuxième chose, et donc, le corollaire de ce premier résultat, c'est que, évidemment que la croissance économique est nécessaire pour l'immense majorité des habitants de la planète, qui, comme nous, ont envie d'avoir le confort, qui, comme nous, ont envie d'avoir l'électricité, qui, comme nous, ont envie d'avoir des loisirs, de ne pas crever la dalle, etc. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, deuxième point, le problème, c'est que la croissance économique dans ces pays pauvres, elle est impossible sur le plan écologique. Donc là, on a un problème démentiel, personne n'a la solution. La troisième chose que nous dit Jean Gadret, parce que ce n'est pas lui qui parle, comme dans mon livre, pardon, je me permets de le rappeler, dans mon livre, 80% des choses qui sont apportées, ce n'est pas moi qui parle. Je cite des gens bien plus forts que moi dans tous les domaines, et simplement, je porte à la connaissance du public ce que disent ces gens-là.
Le but de mon livre, c'est de me faire le porte-voix de tous les sociologues, économistes, historiens qui travaillent comme des damnés depuis des décennies et qui nous apportent des résultats qui sont en fait très encourageants. Donc voilà, j'apporte leur connaissance à la portée de qui veut bien lire. Donc, Gadret résume lui aussi des travaux qui ont été faits, que certains il a fait lui-même. Et donc, ces travaux nous montrent que, notamment, il faut toujours regarder les États-Unis, dont on aime bien se moquer, hein, moi comme tout le monde, mais qui sont clairement notre avenir. On le sait maintenant, à chaque fois, c'est le cas, sur tous les plans de la société d'ailleurs, beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc, aux États-Unis, on sait que la croissance économique est néfaste. Elle a lieu, hein, mais elle est néfaste depuis, c'est ça qui a coïncidence, c'est une coïncidence, mais depuis les années 70. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on regarde l'état réel de la société. Il suffit d'aller aux États-Unis. Tout le monde connaît l'importance de la criminalité dans ce pays, l'épidémie d'obésité dans ce pays, le mal-être général, l'isolement des gens, la souffrance qui est visible dans les corps et dans les esprits aux États-Unis. Il y a une très, très grande souffrance dans ce pays, beaucoup plus qu'en France. Les gens sont malheureux, tout simplement, parce que, effectivement, leur vie a été dissoute par la société de marché. Parce qu'effectivement, ils peuvent aller acheter une brique de lait à 3 heures du matin, ce qui est débile, bon, ils le font, mais ils sont hyper malheureux dans leur travail, parce qu'ils consomment de la merde, littéralement, parce qu'ils sont noyés, saturés de publicité en permanence, parce qu'ils font un travail qui n'a aucun sens. Donc, ils savent que ça n'a aucun sens. C'est une très grande souffrance de la jeunesse en France aujourd'hui. Moi, j'ai plein d'étudiants qui se battent pour décrocher des boulots dont ils n'ont pas envie. Hein, pour faire des trucs de community manager sur des sites internet qui ne servent à rien, etc. Ben ouais, ils savent que ça ne sert à rien, ils savent que ça pollue, que ça pousse à la consommation, mais ils n'ont pas d'autre choix. Et évidemment, je ne leur jette pas du tout la pierre. Mais ça leur rend quand même très malheureux parce qu'en plus, ils ont du mal à décrocher ces boulots-là qui sont mal payés et qui n'ont aucun sens. Donc, de toute évidence, la société américaine va mal. Et d'ailleurs, Jean Gadret a justement fait un très beau texte sur son blog où, de façon très sérieuse, en économiste, avec des faits, il nous dit, voilà, les États-Unis sont un pays qui est en voie de tiers-mondisation. Donc, sur le plan de ce qu'on appelle la santé sociale, c'est-à-dire simplement la qualité de la vie, il est maintenant clairement établi, et depuis des années déjà, que la croissance économique, effectivement, elle est possible aux États-Unis, mais elle est simplement néfaste. Les gens sont plus malheureux, les gens vivent plus mal, et d'ailleurs, vous savez, l'espérance de vie a commencé à diminuer aux États-Unis depuis plusieurs années déjà. Gadret, notamment, fait d'encadrer dans ce livre, hein, toujours dans ce livre « Adieu à la croissance », sur la comparaison du système de santé. Hein, donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, imaginez, voilà, vous allez chez votre médecin. Vous allez chez votre médecin aujourd'hui, là, tout à l'heure, vous payez, mettons, 20 €. Okay, bon. Il y a une réforme de la santé. Toute la santé est privatisée en France comme aux États-Unis, totalement, très, très largement. Vous retournez chez votre médecin, vous avez la même maladie, il vous prescrit les mêmes médicaments, vous y retournez la semaine prochaine. Maintenant, c'est 200 €. Comme je l'ai connu aux États-Unis quand j'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans. OK, maintenant, la consulte, c'est 200 €. Parce que votre médecin a besoin de s'acheter un 3e 4x4, les 2 premiers ne vont pas assez vite. OK. Vous payez 200 €. On est d'accord que dans la réalité, rien n'a changé. Eh bien, pour les statisticiens, il y a de la croissance économique. Quand vous passez de 20 € la consultation à 200 € la consultation, il y a eu, effectivement, il y a bien eu 180 € de valeur ajoutée. Et qu'est-ce que c'est que le PIB et qu'est-ce que c'est que la croissance du produit intérieur brut? C'est la somme des valeurs ajoutées créées par les entreprises. Donc, lorsque votre médecin il vous demande 200 € plutôt que 20 €, eh bien, le PIB il a augmenté de 180 €. Et vous voyez bien que la production de santé n'a pas augmenté. La production de santé, elle est la même. Et donc là, vous voyez qu'on arrive à un truc vertigineux, c'est que qu'est-ce qu'on mesure avec nos indicateurs? Donc oui, on peut faire de la croissance économique, mais oui, elle est néfaste dans nos pays. Et surtout, hein, ce que nous montrent tous les travaux, avec notamment le jour du dépassement, que nous avons déjà atteint pour la France. Je vous rappelle qu'on a déjà atteint le jour du dépassement pour la France. Il y a quelques jours, il y a eu un énorme incendie près de Marseille. Hein, on est au mois d'avril, on n'est pas au mois de juillet. Et on est déjà dans la sécheresse à Marseille. Tous les ans en France, la majorité des départements manquent d'eau. Donc la croissance de la consommation de matière, la croissance de la consommation d'énergie, la croissance de la consommation de ressources naturelles, on le sait, elle est déjà impossible. On tape déjà dans des réserves qui ne sont pas renouvelables, en tout cas qui ne sont pas renouvelables avant des millions d'années, donc qui en fait ne sont pas renouvelables pour ce qui nous concerne, nous, l'humanité. Donc la croissance économique, on peut faire tous les débats qu'on veut, là on peut parler. Vous voyez, là, vous et moi, on est en train de polluer. Hein, et je dis tout le temps, pardon, mais cette idée que là, ce qui se passe, ça serait immatériel, c'est quand même à mourir de rire. Parce que là, je suis en train de parler de machine
qui consomme de l'énergie, qui est branché sur l'électricité, il y a des ondes qui circulent. Moi-même, d'ailleurs, je suis en train de consommer de l'énergie, hein, je me fatigue, j'aurais besoin ensuite de reconstituer ma force de travail, comme dirait Karl Marx. Donc, vous voyez que tout notre imaginaire est faux, c'est-à-dire que l'idée de la croissance économique, c'est impossible sur le plan matériel. L'idée qu'il y aurait un développement des activités immatérielles est totalement fausse. Regardez, moi, je compare toujours l'intérieur de ma maison avec l'intérieur de chez mes parents au même âge. Il y avait beaucoup moins d'objets. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait un téléphone fixe dans la maison. Il y avait une télé. Il n'y avait pas d'ordi. Et il n'y a pas d'objets qui ont été supprimés. Nous avons de plus en plus d'objets partout et qui sont en plus connectés, donc qui bouffent de l'énergie. C'est génial. Donc cette idée, je ne sais pas comment les publicitaires ont réussi à tous nous mettre dans l'idée que nous serions dans quelque chose d'immatériel, alors que nos maisons sont toujours plus truffées d'objets, d'écrans, qui en plus, donc ont consommé de l'énergie pour être produits, qui en général viennent de l'autre bout de la planète et qui en plus consomment de l'énergie en permanence, qui est produite elle aussi matériellement, puisqu'il repose sur l'électricité. Cette idée que nous serions dans un monde immatériel, là aussi, pardon, mais il faut se réveiller, c'est une absurdité totale. Donc voilà, croissance impossible, croissance néfaste dans les pays riches, croissance impossible à l'échelle de la planète, ça c'est sûr, mais croissance nécessaire dans les pays pauvres où habite la majorité des habitants. Vous avez 3 heures, bon courage pour résoudre cette équation impossible. Alors, merci beaucoup pour cette réponse bien détaillée. Moi, j'aimerais aborder un autre point que vous abordez en effet largement dans votre dernier ouvrage, qui est la question du salaire minimum. Alors que ce soit à l'échelle nationale comme européenne, vous êtes bien attaché à dépeindre les avantages et les inconvénients d'une telle mesure, notamment et surtout face à l'emploi. Alors, selon vous, comment et doit-on en fait mettre en place un salaire minimum commun en Europe en considérant l'hétérogénéité des profils économiques des pays membres? Oui, alors la réponse est oui. Pour une fois, je vais vous répondre directement. Évidemment qu'il faut le mettre en place. Évidemment, là aussi, il faut savoir de quoi on parle. Donc là, pas de faux débat, ça ne sert à rien de s'énerver. Il ne s'agit pas d'avoir le même salaire mensuel en France et en Pologne, hein, évidemment, ou en France et en Suède. Il s'agit d'avoir le même salaire minimum en pourcentage de ce qu'on appelle le salaire médian. Donc, qu'est-ce que c'est que le salaire médian? C'est, vous voyez, si je prends tous les gens qui ont un salaire en France, je les aligne le long d'un mur et de celle qui gagne le moins à celui qui gagne le plus. Je vais avoir beaucoup plus de femmes au début de la distribution et beaucoup plus d'hommes à la fin de la distribution, et aussi beaucoup plus d'hommes blancs, évidemment, et plutôt de mon âge à la fin de la distribution. Donc, j'aligne sur le mur la totalité des gens qui travaillent en France en fonction de leur salaire. Je prends la personne du milieu, je lui demande combien elle gagne, et ben c'est ça le salaire médian. Et donc, le salaire médian en France, c'est à peu près 1 700 € par mois. Donc, en France, pour un travail à temps plein. Il y a beaucoup de gens qui sont à temps partiel. Pour un travail à temps plein, le salaire médian en France, c'est 1 700 €. Si vous gagnez plus de 1 700 € par mois, vous êtes dans la moitié du pays qui gagne le plus d'argent tous les mois. Et donc, l'idée, ça serait d'avoir un salaire minimum qui soit fixé en fonction du salaire médian de chaque pays, par exemple 60%. Donc ça paraît très facile à adopter. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que les salaires ne sont pas une compétence de l'Union européenne. Donc, il est strictement impossible pour l'Union européenne d'imposer quoi que ce soit concernant le niveau des salaires à quel pays que ce soit. Et d'autre part, sur le plan politique, malheureusement, c'est quasiment impossible que ce salaire, donc disons ce salaire minimum européen national, enfin, vous voyez, il faudrait trouver un nom pour pas qu'il y ait de confusion par rapport à ce que je viens d'expliquer. Donc, ce salaire de référence, ce salaire décent, hein, ou ce salaire de vie, comme disent les anglo-saxons, j'aime bien cette expression, ils appellent ça le living wage, le salaire qui permet de vivre, ne sera à peu près aucune chance d'être adopté. Donc d'abord parce qu'il y a pas mal d'États qui sont opposés, et en fait la législation dans la réalité dans l'Union européenne, elle n'est pas faite. Donc, je rappelle que la Commission européenne, c'est un truc très bizarre qui est à la fois qui a le monopole de l'initiative législative en Europe, mais qui n'adopte pas les lois européennes. Les lois européennes, en fait, elles sont adoptées de façon conjointe par le Parlement européen et par le Conseil, et le Conseil réunit les États membres. Bref, dans la réalité, c'est les États membres qui décident. Comme on l'a vu récemment, le dernier exemple très clair de ça, c'est le plan de relance qui a été adopté sur le principe à l'été dernier, mais qui n'a toujours pas été ratifié, et contre lequel la Cour de Karlsruhe en Allemagne va d'ailleurs de faire un recours la semaine dernière. Le plan de relance européen, tout le monde l'a vu dans la presse, ça a été décidé par les États.
Donc, les vraies initiatives législatives de l'Union européenne, elles sont décidées en quasi-totalité par les États, surtout quand ça concerne des affaires aussi sensibles que le salaire et le salaire minimum. Bref, il faudrait l'unanimité des États, il n'y a aucune chance que ça arrive. Et l'autre truc qui est plus marrant, même si c'est aussi désespérant, c'est qu'en fait, il y a pas mal de syndicats qui sont opposés à ça pour des raisons philosophiques profondes et je trouve très intéressantes, qui sont très attachés à ce qu'on appelle l'autonomie des salaires, et même ce qu'on appelait en allemand la tarif-autonomie, tarif aussi au sens de salaire, parce que le salaire est un prix. Et donc, dans des pays aussi différents que l'Italie, par exemple, ou la Suède, les syndicats refusent que le salaire minimum soit fixé par l'État, par la puissance publique. Pour eux, ça doit relever du dialogue social. Et donc, des pays aussi avancés, parce que je rappelle que les pays les plus avancés du monde, ce n'est pas la France, c'est les pays scandinaves. Donc, des pays scandinaves sont, même quand ils sont gouvernés par la gauche, pour des raisons de fonctionnement du dialogue social national, sont opposés à ce qu'il y ait une initiative au niveau de l'Union européenne en matière de salaire minimum. En tout cas, c'est la situation actuelle. Donc, il y a peu de chances que ça arrive pour des raisons politiques, pour des raisons philosophiques, profondes, respectables, très intéressantes, mais en tout cas pas pour des raisons économiques. Et ça, effectivement, c'est une des chouettes découvertes que j'ai faites en écrivant ce livre. C'est que moi, quand j'étais étudiant, il y avait un consensus des économistes, y compris de nombreux économistes de gauche, contre la hausse du salaire minimum. Et ce qui est intéressant, c'est que ce consensus ne découlait aucunement de travaux empiriques, absolument pas. Ce consensus découlait directement et à 100% du modèle théorique, qui est très simple, qui est encore une fois le fameux modèle de l'offre et de la demande, qui est de dire le salaire, c'est un coût pour les entreprises. Si vous augmentez le salaire minimum, eh bien, les entreprises vont embaucher moins de monde pour limiter la hausse de leur masse salariale. Donc, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la demande de travail qui est exprimée par les entreprises sur le soi-disant marché du travail, expression que je déteste, la demande de travail va baisser. Et donc, vous allez avoir du chômage. Et donc, ce qui est marrant, c'est que les économistes, et ça c'est très très important à comprendre, les économistes du monde entier savaient que le salaire minimum était néfaste à l'emploi. Le seul problème, c'est qu'ils le savaient pour des raisons théoriques. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé que le salaire minimum a été créé ces dernières décennies dans des pays où il n'existait pas, au Royaume-Uni, puis en Allemagne. Il a d'abord été fixé de façon pragmatique à des niveaux très bas, à cause notamment de ces travaux d'économistes. Et il y a eu des commissions, notamment la Low Pay Commission au Royaume-Uni, la commission sur les bas salaires, qui a fait un travail prodigieux, très très fin, d'observation des conséquences de l'introduction du salaire minimum, y compris dans des secteurs où on sait effectivement que le coût du travail est très important, comme la sécurité, comme la restauration, comme l'hôtellerie, où on sait que le coût du travail effectivement est très important, parce que ces activités qui, dans ce qu'elles produisent, le coût du travail est très élevé. Chez Renault, le coût du travail, on s'en fout, puisqu'il n'y a quasiment que des robots dans les usines, donc ce n'est pas vrai que le coût du travail est déterminant. Dans un restaurant, ça reste des activités manuelles, le coût du travail, c'est déterminant. Qu'est-ce que montrent ces enquêtes? Pas d'effet négatif du salaire minimum. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni? Ils augmentent un petit peu le salaire minimum. On cherche des effets négatifs? Toujours pas. Ils augmentent encore un petit peu. Pareil en Allemagne. Donc, ce que savaient mes collègues, ce que savaient les grands professeurs d'économie du monde entier, de droite comme de gauche, le fait que le salaire minimum était néfaste à l'emploi, eh bien, c'était faux. Bon, évidemment, les mecs ne vont jamais reconnaître qu'ils s'étaient plantés, mais c'est quand même un gros souci. Et en plus, on voit qu'évidemment, il y a des effets positifs très intéressants du salaire minimum qu'on observe notamment aux États-Unis. J'ai fait un long article là-dessus sur le site d'Alternative économique, puisque le salaire minimum varie selon les États américains. Et on voit que le premier effet de l'introduction du salaire minimum, qu'avait proposé Bernie Sanders, qu'avait promis Joe Biden, et auquel, en tout cas, il a malheureusement déjà renoncé du fait, ce n'est pas du tout de sa faute, de l'opposition au Congrès américain. Dans les États américains comme la Californie, où le salaire minimum a été beaucoup augmenté, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens travaillent beaucoup moins. Parce qu'aux États-Unis, en France, il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'ils travaillent 70 heures par semaine, notamment chez les cadres. Bon, c'est des gens qui ne travaillent pas du tout 70 heures et qui sont assis sur leurs fesses la plupart de leur journée, faire des emails, des réunions, etc. Aux États-Unis, vous avez des gens qui travaillent 70 heures par semaine, mais vraiment, qui sont vigiles, qui sont caissières, qui sont femmes de ménage, qui sont aides-soignantes, qui sont livreurs, qui font des travaux physiques debout toute la journée. Et eux, ils bossent vraiment 70 heures par semaine parce qu'ils ont 2 boulots, parce qu'ils ont 3 boulots, parce qu'avec leur salaire misérable, le salaire minimum fédéral aux États-Unis est un salaire totalement de misère,
vous êtes extrêmement pauvre si vous ne touchez que ça, vous êtes extrêmement pauvre. Et bien, lorsque le salaire minimum augmente, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent moins. Ils ne travaillent plus que, avec 3 millions de guillemets, 60 heures par semaine au lieu de 70. Et donc, ils sont moins fatigués. Et donc, ils sont en meilleure santé. Et donc, on constate qu'il y a même moins de violences conjugales, que les parents s'occupent mieux de leurs enfants, arrivent mieux à leur faire leurs devoirs. Donc, les gains pour la société de l'augmentation du salaire minimum lorsqu'il est très, très, très bas, comme aux États-Unis, sont considérables. En Allemagne aussi, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui se passe quand vous introduisez le salaire minimum? Eh bien, il y a tout un tas de boulots de merde qui ne sont plus rentables. Et donc, ces boulots disparaissent et c'est tant mieux. Et les entreprises sont obligées de mieux former leurs salariés pour les rendre plus productifs parce qu'elles leur coûtent plus cher. Et c'est tant mieux, etc., etc. Et donc, ça va tellement loin qu'il y a maintenant, pour les gens honnêtes, mais il y en a quand même même parmi les économistes, quasiment un nouveau consensus qui s'oppose à celui donc, qui existait il y a 20 ans, en faveur du salaire minimum. Et donc, c'est tous les travaux que je cite dans mon livre. Il y a une revue de la littérature qui a été faite par un prof anglais de la London School of Economics, extrêmement sérieux, qui montre que les effets bénéfiques du salaire minimum l'emportent très largement sur ce potentiel effet négatif qui, en plus, n'existe même pas forcément. Alors, tout ça, pourquoi, en fait? En fait, ce résultat, il est évident. Parce que le salaire minimum, il est très bas. D'accord? Dans tous ces pays, que ce soit en France, même ce que proposait aux États-Unis, personne ne propose que le salaire minimum soit 20 € par mois. Donc, en fait, c'est évident que le salaire minimum, il est bénéfique. Et c'est bien évident même qu'il est beaucoup trop bas. Et que tous les ministres, tous mes chers collègues économistes fonctionnaires qui hurlent contre la hausse du salaire minimum, ils ne voudraient pas vivre au salaire minimum. Ils ne pourraient pas vivre au salaire minimum. Ils ne pourraient même pas vivre avec le triple du salaire minimum. Ils ne souhaitent pas que leurs enfants aient un emploi payé au salaire minimum. Donc, pourquoi est-ce que c'est bon pour les autres et ce n'est pas bon pour eux? Vous voyez, ça, c'est un vrai problème. Voilà. Alors, là, j'ai répondu à votre question. Est-ce que je peux faire encore 2 petits encarts publicitaires ou pas? Allez-y, allez-y. Allez, je vous le fais. Donc, une lecture vraiment positive que je vous conseille, les amis, pour vivre heureux, vivons égaux. Kate Pickett, Richard Wilkinson, le plus grand livre à lire pour avoir la patate. Et il vous montre que si on met en place les bons systèmes d'éducation, de coopération dès l'enfance, on règle tous les problèmes de société et que les inégalités rendent tout le monde malheureux. Un bijou absolu à lire et à offrir à tous vos amis. Et enfin, pour mes amis de gauche, par rapport à 2022, le livre à lire, Bernard Maris, Plaidoyer impossible pour les socialistes, le livre le plus intime de Bernard Maris. Il parle de sa jeunesse, il parle de son père, il parle de Jaurès, qui n'est pas connu, évidemment, il parle de Proudhon. C'est une énorme fiche de lecture sur les grands penseurs de gauche depuis 2 siècles. C'est plein de réflexions sur la coopération, sur la République, sur l'égalité. C'est absolument prodigieux, c'est hyper beau. Voilà, donc le plus beau texte de Bernard Maris, son plus personnel et aussi son plus politique, c'est celui-là. Un petit coucou aux candidats de 2022 qui nous regardent, les amis. Lisez ça et tirez-en les bonnes leçons, s'il vous plaît. Merci d'avance. Merci beaucoup pour ces conseils de lecture qui donneront de la matière à lire à nos auditeurs. Alors, si vous me le permettez, je vais revenir sur un auteur que vous avez cité en début d'entrevue, qui est évidemment Karl Marx, et je vais notamment évoquer sa principale notion qui est la lutte des classes. Vous expliquez dans votre livre que les très riches perçoivent des profits à la fois sur les entreprises qu'ils dirigent, les loyers des logements dont ils sont propriétaires, les intérêts de leurs placements, les dividendes de leurs actions. En résumé, ce qu'on peut appeler du capital qui offre un rendement, alors que pour grosso modo les 80% de la population restante, elle vit d'abord de son travail et donc elle a besoin que l'économie soit en croissance pour que son revenu augmente. Alors le problème que vous pointez, c'est que le rendement du capital est plus élevé que la croissance de l'économie, alors qu'en parallèle, les revenus des très riches s'accroissent sans nécessairement de lien avec leur travail. Est-ce au final une lutte des classes qui n'a jamais cessé? Alors, pour partir de la fin de votre question, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est très célèbre, qui est d'un milliardaire américain, qui dit il y a effectivement une lutte des classes et c'est ma classe qui a gagné. Son nom m'échappe évidemment. C'est un des plus grands milliardaires américains qui est célèbre pour un fonds de placement qui gère depuis maintenant des décennies. Ça va me revenir, c'est pas grave. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là encore, si on observe les choses, ce qui est vrai, c'est que par rapport, effectivement, disons aux années 70 ou 80, il y a une dissolution de la classe ouvrière de façon empirique, de façon humaine, de façon géographique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livreur, là tout à l'heure, qui va m'apporter le truc que j'ai commandé sur Internet, la femme qui est vendeuse dans un magasin, dans un centre commercial, les personnes qui font le ménage, les chauffeurs routiers, les gens qui sont dans les entrepôts, les magasiniers, tous ces gens-là, ils ont des revenus très proches, ils ont des difficultés très proches dans leur travail, ils ont des intérêts économiques et politiques très proches, mais ces gens-là, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas au même endroit. Ils ne travaillent pas ensemble. Et en fait, ça c'est très simple, mais ça change tout. Il y avait une phrase qu'on disait, dont le sens d'ailleurs était mal compris. Il y avait une fameuse phrase, je crois, qui avait été dit dans les années 70, on disait « Il ne faut pas désespérer Billancourt ». Billancourt, c'était la grande usine Renault, c'était une des plus grandes usines de France, sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Je crois que c'était Jean-Paul Sartre qui avait dit « Il ne faut pas désespérer Billancourt ». Alors j'avais regardé, en fait, ce qu'il disait, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est très cynique, en fait. Il disait « Il ne faut pas dire la vérité aux ouvriers sur la réalité sociale ». En fait, c'était une mesure d'ordre social. Mais cette expression, telle que je l'ai comprise et telle qu'elle est généralement comprise, c'est de dire qu'il ne faut pas désespérer Billancourt, il faut augmenter les salaires des ouvriers pour pas qu'ils se révoltent, pour qu'ils aillent bien. Et effectivement, à Billancourt, à l'époque, vous aviez des milliers de gens qui étaient au même endroit, qui pouvaient se parler. Et la régie Renault, à l'époque, quand c'était encore une entreprise publique, était défendue comme une vitrine sociale. Elle avait été en avance, par exemple, notamment sur l'introduction de la 4e semaine de congés payés, qui a été introduite chez Renault avant d'être généralisée au niveau national. Bref, les gens se connaissaient. Et en plus, c'est très important, encore une fois, il y avait la puissance de la CGT, il y avait la puissance du Parti communiste, il y avait le prestige de l'Union soviétique. Je ne dis pas du tout ça pour les défendre, je dis ça vraiment comme scientifique, en tant que fait. Il y avait des faits sociaux massifs, et tous ces faits ont disparu. Et il est certain, même si là aussi, encore une fois, ce n'est pas enseigné, que dans les processus d'externalisation qui ont été décidés par les grandes entreprises à partir des années 70, qui ont été décidés pour plusieurs raisons, une des raisons assumées, objectivées et racontées par les dirigeants à l'époque, c'était de casser ces collectifs ouvriers. Si vous reprenez la même entreprise Renault aujourd'hui, comment est-ce qu'elle fonctionne? Les usines Renault assemblent en fait des produits quasiment finis. Elles travaillent avec des centaines de fournisseurs. Il y a 40 ans, ces fournisseurs, ils appartenaient à Renault. Tout était fait chez Renault, ou en tout cas, la plus grande partie de la voiture était faite chez Renault. Aujourd'hui, ces fournisseurs, ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence. Donc, les mêmes ouvriers, ou si vous voulez, les fils et les petits-fils des filles et les petites-filles de ces ouvriers d'il y a 40 ans de chez Renault, qui font, vous voyez, qui participent au même processus productif d'un point de vue matériel, sont dans une situation économique, dans une situation sociale, dans une situation humaine, psychologique qui n'a rien à voir. C'est que sans même que leur patron ait à leur dire, ils savent que pour préserver le contrat avec Renault, pour décrocher le prochain contrat de la prochaine voiture, il faut battre les fournisseurs, évidemment situés en France, mais évidemment situés aujourd'hui sur la planète entière, avec lesquels ils sont en concurrence. Donc vous avez, pour prendre une image atroce, dans le bas de la société, chez les ouvriers, chez les employés, des gens qui, encore une fois, ont les mêmes besoins en termes d'emploi, de stabilité de l'emploi, en termes de hausse de salaire, en termes de qualité des services publics. Et ces gens-là, ils représentent en fait à peu près la moitié de la population française. Et c'est l'électorat populaire, c'est les gens qui auraient besoin d'un gouvernement qui les protège, qui garantisse, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui, évidemment, le plein emploi, des bons salaires, une éducation vraiment gratuite, une santé vraiment gratuite. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'on a, encore une fois, une part très importante de la population, et qui évidemment s'est très fortement accrue avec la crise sanitaire absolument terrible que nous vivons depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, ces gens-là, on pourrait penser qu'ils sont la cible naturelle d'un programme économique et social de progrès simple, que pourraient partager beaucoup de gens, de gauche comme de droite, simplement humanistes, pour que les gens puissent vivre décemment dans notre pays. Mais dans la réalité, ces gens-là, ils ne se connaissent pas. Et ils ont, encore une fois, si on reprend l'exemple des fournisseurs de Renault, des intérêts divergents et même des intérêts clairement opposés, et ils le savent. C'est pour ça, notamment, quand on regarde les électorats, on voit par exemple qu'à la France insoumise n'est pas évidemment le premier vote ouvrier et de très loin.
parce que notamment les ouvriers savent que lorsque la France insoumise propose de fortement augmenter le salaire minimum, évidemment que ces ouvriers le souhaitent, mais évidemment que ces ouvriers savent que c'est strictement impossible, parce que dans les petites entreprises dans lesquelles ils travaillent, ils voient que même leur patron touche 2 000, 2 500 euros par mois. Et ils savent bien qu'un SMIC à 1 500 euros par mois coulerait leur boîte. Ils le savent. Donc, dans l'électorat de la France insoumise, vous avez plutôt des fonctionnaires mal payés qui sont sensibles au discours sur la disparition de l'État, à juste titre, l'effondrement des services publics. Et vous n'avez pas un électorat ouvrier dont on sait effectivement que le premier comportement politique, c'est de l'abstention, ce qui est un des problèmes majeurs de notre démocratie. Et le deuxième comportement politique, c'est le vote pour le Rassemblement national, qui d'ailleurs aussi touche de plus en plus la jeunesse. Et des articles sont sortis récemment là-dessus, c'est absolument terrifiant. Bref, de l'autre côté de la société, si on peut dire, en haut, comme aurait peut-être dit Pierre Bourdieu, le sociologue, vous avez des gens qui, par contre, eux, se connaissent et dont les intérêts sont objectivement les mêmes. C'est-à-dire, et là maintenant, évidemment, ça devient un tout petit peu trop voyant et ça devient très, très gênant pour tout le monde. On a bien compris avec la majorité actuelle que les ministres, les grands patrons, les journalistes des grandes chaînes sont amis, se connaissent, se tutoient, sortent ensemble, ont des relations amicales, amoureuses, etc. C'est un tout petit peu trop évident avec les allers-retours entre le privé et le public de tout un tas de ministres. Encore Brune Poirson, là, qui a annoncé qu'elle quittait la vie politique pour aller gagner 10 fois plus dans le groupe Accor, même groupe Accor qui martyrise de façon hallucinante les femmes de ménage qui sont en lutte depuis 2 ans et qui demandent, je crois, une indemnité, de 7 ou 8 euros par jour pour pouvoir manger à midi, qui n'ont même pas de local où manger à midi, qui ont des travaux extrêmement fatigants. Et donc là, on a une violence, on a un résumé, alors là, pour le coup, de lutte des classes qui est terrible. Donc on a cette femme, en pleine santé, qui a une vie facile, Brune Poirson, qui va aller occuper un emploi totalement inutile dans une des plus grands groupes capitalistes français, le groupe Accor, qui est connu depuis toujours pour vraiment martyriser de façon très très forte les femmes de ménage qui travaillent chez lui, qui sont vraiment payées un salaire absolument de misère. Ça devrait faire l'ouverture du 20h et ça ne le fera pas, évidemment. Et de l'autre côté, cette femme, Brune Poirson, qui va être, je crois, responsable évidemment du développement durable, du pipeau intégral, qui est là pour son carnet d'adresses et pour les relations publiques, et qui va gagner peut-être 10 fois, 20 fois tous les mois ce que gagnent ces femmes de ménage qui ont un travail beaucoup plus difficile et lui, pour le coup, véritablement utile à la société. Donc, vous voyez, on a ce problème-là. On a des groupes sociaux qui ont des intérêts différents, mais simplement, le groupe du haut de la société fonctionne bien, de façon harmonieuse et de plus en plus fluide, de plus en plus voyante, avec des allers-retours personnels, et encore une fois, voilà. Et eux, pour le coup, leurs intérêts sont les mêmes. Voilà, j'ai retrouvé le nom du milliardaire américain, c'est Warren Buffett, du fonds Berkshire, qui est un des plus grands fonds, qui a été un des génies de la finance, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Et je voudrais juste rappeler, juste pour répondre à votre question de façon directe, que les salaires sont plus élevés dans l'industrie que dans les services. Un des drames de notre soi-disant société de services, dont j'ai rappelé tout à l'heure, qui était très, très matériel, c'est qu'on a une image négative des usines, ça pollue, etc. Ce qui est vrai, mais les services polluent aussi, et parfois plus, en tout cas, bref. Mais c'est dans l'industrie qu'on vit beaucoup mieux. C'est l'industrie qui a créé une classe moyenne. Et alors là, je n'ai pas les réponses, malheureusement, mais il faudrait déjà commencer à se poser les bonnes questions. Si on veut restaurer la confiance dans l'avenir, si on veut restaurer un minimum de fonctionnement de notre société, il faut absolument rebâtir. La base de tout ça, c'est de rebâtir une industrie performante, puissante. Ça devrait être une des priorités de nos dirigeants politiques. Merci beaucoup. Alors, dans cette entrevue, on a pu parler donc de lutte des classes, on vient d'en parler. On a pu parler aussi, vous avez pu évoquer l'automatisation des processus industriels, les récents progrès des technologies de l'information et de la communication. C'est d'ailleurs des éléments que vous mettez en lien dans votre livre comme cause majeure de l'effondrement de la classe moyenne, que vous qualifiez, elle, d'essentielle à notre démocratie. Alors, m'est venue rapidement une question, quelles caractéristiques propres à la classe moyenne en font, pour vous, un élément essentiel au bon fonctionnement démocratique? Alors, là aussi, si on regarde de façon scientifique, la classe moyenne, c'est un des piliers de la démocratie, avec bien d'autres, comme le fonctionnement de la justice, l'indépendance de la presse, l'éducation, etc. Mais la classe moyenne, elle est très intéressante parce qu'elle est conservatrice, je dirais au bon sens du terme. C'est-à-dire que la classe moyenne, quand elle existe, quand elle est importante, quand elle va bien, eh ben voilà, elle est en faveur
de ce qu'on pourrait appeler une économie mixte, hein, qui est celle dans laquelle nous vivons en France, c'est-à-dire avec des entreprises privées, un pôle public, et tout ça, ça s'équilibre plus ou moins. À l'inverse, ce que l'histoire nous a appris, et la raison pour laquelle la crise de 1929, elle, est enseignée au lycée, même si elle est très mal enseignée parce qu'on ne nous dit pas tout simplement aux lycéens pourquoi elle est enseignée. Donc pourquoi est-ce qu'elle est enseignée, la crise de 1929 ? Parce que la crise de 1929, ça a été la démonstration empirique que l'effondrement de la classe moyenne pouvait mener à la destruction de la démocratie. Quand vous avez John Maynard Keynes, hein, le fameux Keynes, soi-disant théoricien de l'État, mais en fait théoricien de l'économie de marché et surtout théoricien des entreprises, qu'est-ce que voit Keynes, qui a 50 ans à peu près à l'époque, au début des années 30, avec la crise de 1929 ? Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il comprend avant tout le monde, et mieux que tout le monde ? Il comprend que lorsque vous avez une crise boursière, donc celle d'octobre 1929 aux États-Unis, qui se diffuse à l'ensemble de la planète, lorsque vous avez, comme aux États-Unis, des milliers de banques qui ferment, des banques qui font faillite, des gens qui perdent toutes leurs économies, des gens qui perdent leur emploi, à une époque où il n'y a pas d'assurance chômage, où il n'y a pas de sécurité sociale. C'est justement Roosevelt qui va créer tout ça après aux États-Unis. Que la crise se diffuse à l'ensemble du monde, que vous avez en Allemagne notamment des millions et des millions de gens qui perdent leur emploi parce que, suite à la crise de 1929, que font les dirigeants ? Ils obéissent justement à la doctrine économique et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils augmentent les impôts, ils baissent les dépenses sociales. Donc ils aggravent la crise. C'est comme ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années. Dans toutes ces crises, le pire, c'est toujours la réaction politique. C'est jamais la crise économique elle-même. C'est comme la crise financière en Argentine ces dernières années. Les crises économiques, c'est terrible, mais le pire, c'est toujours les mauvaises réactions politiques aux crises. Donc en Allemagne, le chancelier Brüning, qui est à fond pour l'austérité, hein, comme plein de dirigeants aujourd'hui, ce chancelier, il va prendre les pires décisions. Il va aggraver très fortement la crise économique. On a aujourd'hui des travaux d'histoire économique qui nous montrent que là où les politiques d'austérité ont été les plus fortes en Allemagne, c'est là où le vote en faveur du Parti national-socialiste, du parti nazi, ont été les plus fortes. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous avez des gens qui ont faim, qui sont très nombreux. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent pouvoir se nourrir, ils veulent pouvoir nourrir leurs enfants. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la demande politique. Et en face, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une offre politique. Vous avez un homme qui, pour plein d'autres raisons, tout le monde comprend bien, j'espère, je simplifie à outrance, donc il y a Adolf Hitler. Quelle est la première promesse d'Hitler ? C'est le plein emploi. C'est le plein emploi. Et donc Hitler, qui n'a pas été élu, je le rappelle, qui a été nommé à la tête de l'État suite à la victoire de son parti aux élections législatives, qui est nommé chancelier, donc Hitler va réaliser cette promesse très rapidement. Il va mettre en place des grands travaux, c'est les fameuses autoroutes allemandes. Il va faire une course à l'armement. Donc Hitler va résoudre le principal problème des Allemands à l'époque, qui est la misère, qui est la faim, en donnant du travail avec une économie administrée. Donc je reviens à Keynes. Keynes, lui, est en Angleterre. Il voit arriver tout ça. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Keynes ? Il nous dit ce sont les entreprises qui créent les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et même il nous dit ce sont les entrepreneurs. Mais Keynes nous dit les entrepreneurs, c'est des êtres humains. Et ils ont des humeurs, ils ont des anticipations. Mais qu'est-ce que c'est qu'une anticipation en économie ? C'est une croyance que vous avez par rapport à l'avenir, mais qui vous fait agir, et qui vous fait agir aujourd'hui. C'est ça une anticipation en économie. C'est comme au sport, vous voyez, quand Émile Ntamak franchit la ligne d'avantage, Antoine Dupont, il est déjà à l'intérieur pour qu'il lui fasse la remise intérieure, parce que Dupont, il a anticipé ce que va faire Ntamak. Donc quand Dupont anticipe ce que va faire Ntamak, il se bouge vite, et c'est pour ça qu'il est là, et qu'après il file à l'essai. Donc anticiper, en économie comme dans le sport, c'est agir. C'est agir, et c'est agir tout de suite. Et donc Keynes nous dit, suivant ce que les entrepreneurs anticipent de l'avenir, ils agissent. Soit ils créent plein d'emplois, soit ils licencient. Et Keynes nous dit, et c'est ça le plus grand message de Keynes, qui malheureusement, là aussi, est très mal enseigné, Keynes nous dit, les gens agissent au mieux de leurs intérêts. Mais dans une situation de crise, lorsque chacun agit au mieux de ses intérêts, c'est le pire qui se produit. Donc Keynes nous dit,
Encore une fois, il observe, hein, il vit ça, il vit l'effondrement de l'économie, il vit l'effondrement de la société, de la démocratie, il voit la montée des dictatures, il voit l'avenir, parce que c'est un génie, le mec. Et donc, Keynes, il nous dit, en situation de crise, encore une fois, il n'y a pas la sécurité sociale à l'époque, il n'y a pas les banques centrales qui rachètent les dettes publiques comme aujourd'hui. Les banques centrales sont privées. La Banque de France est une institution privée à son origine, a été nationalisée en 1936 par le Front populaire, en partie. Donc, Keynes nous dit, dans une situation de crise, que font les entreprises, comme elles font aujourd'hui? Elles licencient, elles baissent les salaires. Et Keynes nous dit, elles ont raison. C'est ce qu'elles ont de mieux à faire. Mais évidemment, si vous licenciez tout le monde, vous n'avez plus de clients. Et donc, l'entreprise d'à côté, elle va licencier aussi parce que vous avez licencié vos propres salariés qui étaient ses clients. Hein, la boulangerie va fermer, le coiffeur va fermer, le supermarché va fermer, l'usine va fermer, tout ferme. D'ailleurs, quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, un des prédicteurs de la mobilisation des Gilets jaunes dans les différents villages, c'est justement la fermeture, non pas des services publics, mais des derniers commerces. C'est lorsque les derniers commerces ferment que la mobilisation en faveur des Gilets jaunes a été la plus forte. Donc Keynes nous dit, en situation de crise, chacun agit au mieux de ses intérêts. Mais ce faisant, chacun joue contre l'intérêt collectif et donc contre son intérêt individuel. Et c'est la même chose du côté des individus. Aujourd'hui en France, tous les gens qui le peuvent épargnent. Mais quand vous épargnez, évidemment, vous ne consommez pas. Et donc, vous détruisez là aussi des emplois. Donc aujourd'hui en France, comme dans les années 30, la réaction de l'économie privée, du côté des entreprises comme des individus, c'est de prendre les décisions qui sont les meilleures pour chacun, mais qui sont les pires pour tout le monde, et qui donc sont les pires pour chacun. Parce que si c'est le pire pour tout le monde, c'est aussi le pire pour chacun. L'énorme différence avec les années 30, c'est qu'il y a eu les années 30. Et que donc, les erreurs qui ont été faites dans les années 30, on ne les refait pas. Et c'est pour ça, et c'est grâce à cette expérience terrible des années 1930, et c'est pour ça que la crise de 1929 est enseignée en France, que vous avez Bruno Le Maire, qui même s'il ne comprend rien à l'économie, comprend suffisamment qu'il faut effectivement sauver les entreprises, quoi qu'il en coûte. C'est grâce à ça que la Banque centrale européenne, même si Christine Lagarde ne comprend rien, elle non plus, à l'économie, prend les bonnes décisions parce qu'ils ont autour d'eux des gens qui ont les bons réflexes. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les années 30? C'est qu'encore une fois, on a un fonctionnement de la pure économie de marché, de la vraie économie de marché que certains souhaiteraient instaurer en France et qu'on n'a quasiment jamais connue en France et dont l'immense majorité des Français ne veulent pas. Cette économie de marché, livrée à elle-même, elle a détruit la démocratie, elle a conduit à la guerre. Keynes, c'était un économiste libéral. Il a écrit un texte, il est en faveur du marché, il est en faveur de la liberté. Et il sait que la première liberté, c'est les libertés politiques. C'est un homme qui est obsédé par la question de la paix, et aussi de la paix dans le monde, et c'est pour ça qu'il participera aux négociations de Bretton Woods qui auront lieu après la Seconde Guerre mondiale, qui vont mettre en place un ordre monétaire international fabuleux qui va s'effondrer au début des années 70 et dont d'ailleurs l'effondrement conduira indirectement à la crise pétrolière de 1973. Keynes, il veut la liberté, il veut la paix. Et il sait que pour avoir la liberté, pour avoir la paix, il faut qu'il y ait une stabilité dans la société. Et c'est pour ça que la sécurité sociale est créée en 1945. Pourquoi est-ce que la sécurité sociale est créée en 1945 dans tous les pays avancés du monde, sauf les États-Unis? C'est parce que vous avez des gens qui ont connu la crise des années 30. Ce sont des gens qui sont favorables à l'économie de marché, qui sont favorables à la propriété privée. Même si en France, encore une fois, les communistes vont jouer un rôle essentiel dans la création de la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle n'est pas créée qu'en France. Le Parti communiste n'est pas aussi fort qu'en France dans les autres pays. Vous avez des élites de droite, conservatrices, dans les termes actuels qu'on pourrait dire sans doute sexistes, sans doute tranquillement racistes. On a encore beaucoup de colonies à l'époque. On est encore dans cette mythologie de la civilisation occidentale. Et ces gens-là, ils ont vécu l'effondrement du marché. Et donc, de façon strictement intéressée, ils savent qu'il faut faire ce bond fabuleux dans l'histoire de l'humanité, je pèse mes mots, c'est que maintenant, quand vous êtes malade, vous êtes payé. Quand vous êtes au chômage, vous êtes payé. Quand vous êtes vieux, vous êtes payé. Quand vous avez des enfants, vous êtes payé. Pourquoi on le fait? On ne le fait pas pour vous, en fait. Ben non. On le fait que vous puissiez continuer à consommer, et parce qu'en continuant à consommer, vous allez donner du boulot aux autres. Et donc, cette solidarité mécanique, si on prenait les termes du sociologue Durkheim, cette solidarité mécanique, votre dépense de consommation, c'est le revenu de votre voisin, c'est l'emploi de votre voisin. Et donc, la sécurité sociale, cet équilibre entre le marché et l'intervention publique, c'est une des trucs les plus géniaux, et je finirai là-dessus,
eh ben, cette histoire de la sécurité sociale, les noms des gens qui ont créé la sécurité sociale, elle n'est pas racontée. Cette magnifique histoire, elle n'est pas enseignée au collège, au lycée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette construction fabuleuse, nous ne la connaissons tous pas par cœur? Pourquoi est-ce que nous passons notre temps à râler contre le niveau des impôts, contre le niveau des cotisations sociales, au lieu de nous réjouir chaque matin d'avoir le sourire en nous levant en disant, comme dit pour paraphraser Bruno Le Maire, putain, je vis dans un pays où il y a la sécurité sociale, c'est la classe, quoi. Combien d'êtres humains ont ça? Et pourquoi? Alors évidemment la droite, mais quand même la droite, même si on est de droite comme la Sécu, c'est bien. On est content de toucher les allocs, hein, même quand on est de droite. Donc, pourquoi est-ce que les partis de gauche, les partis de droite, les grands journalistes ne nous expliquent pas que nous avons cette chance, nous Français, hein, comme le disait si bien Bernard Maris, de sourire parce qu'on a la Sécu et qu'il faut préserver ce trésor national qui, voilà, est au cœur du fonctionnement de notre société, de la solidarité entre nous et de la paix. Parce que si on continue à tout détruire, eh ben, on va revivre ce qui s'est passé dans les années 30 au ralenti. Et c'est ce que j'explique à mes étudiants depuis des années. Il y a malheureusement des parallèles très forts entre ce qu'on vit aujourd'hui en Europe, la montée de l'extrême droite en France très très forte, premier parti chez les jeunes aujourd'hui en France, la montée de l'extrême droite en Europe, qui est la conséquence du délitement du fonctionnement de l'économie et de la société, même si c'est en partie évidemment pour des raisons différentes. Donc la Sécu, c'est ce qui fait qu'on ne vit pas la crise des années 30, mais il y a un moment, il faut arrêter la destruction. Et donc, comme le disait Bernard Maris, sourire. Nous sommes Français, nous avons la Sécu, nous avons des systèmes géniaux, donc il faut les préserver et les développer. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Raveau, pour tous ces mots Voilà. positifs, ces mots qui permettent de conclure avec le sourire et des propos qui font l'éloge de notre système français, dont on fait pas assez, dont on ne donne pas assez de récompenses et on ne fait pas assez l'éloge du système français. On ne se rend pas assez compte de la chance qu'on a de vivre dans un système qui nous permet d'être en bonne santé et de ne pas se ruiner pour chaque problème qu'on traverse dans notre quotidien. Eh bien, c'est la fin de cette entrevue. Merci beaucoup, Monsieur Raveau, pour toutes ces réponses très claires. On ressent évidemment que vous êtes enseignant, que vous êtes un très bon enseignant, tout est très pédagogue. On comprend bien où vous voulez en venir, vous répondez parfaitement aux questions. Et tout a été très clair. Nous avons pu parler de croissance économique, d'héritage, de fossé entre les classes populaires et les classes très riches. Nous avons pu parler également du salaire minimum, du capital de la classe populaire la classe moyenne dans notre démocratie. Ce sont vraiment des thèmes qui sont abordés largement dans votre ouvrage, comme nous l'avons dit, Économie. On n'a pas tout essayé, que nous recommandons à tous nos auditeurs, évidemment. Et je vais laisser Lucas pour le mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Raveau, et à très vite. Merci à vous. Oui, merci Lucas. Merci à vous, Monsieur Raveau, encore une fois. Et merci à nos chers auditeurs que j'invite à écouter nos 6 premiers épisodes qui sont au moins aussi formidables que celui-ci, de l'entrevue politique, mais aussi à consulter nos articles, dossiers ou tribunes sur notre site web scopeo.org et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter sous le nom Scopeo l'Observatoire pour être informé sur les derniers contenus publiés sur notre plateforme. Merci encore, Monsieur Raveau, et au revoir à tous. Merci à vous, les amis. Bonne journée tout le monde. Lisez des livres.